Salut l'équipe, laissez-moi vous conter un poème en 4-1. Il y a 2 ans, marre de l'ombre et de l'influence de Tonton Lebron, Kyrie Irving prend la fuite et pose son baluchon à Boston. Loin de son mentor, petit Kyrie se dit qu'il aura plus la balle. Là-bas, il ne peut retrouver que les finales. Si pour lui, la Terre est plate, ces 2 saisons chez les Verts sont aussi plates que délicates. D'ailleurs, il ne fera pas mieux qu'avec David Blatt. Éclopé pour ses premiers playoffs sous son nouveau maillot, cette saison, il devait tirer tout le monde vers le haut. Mais la réalité fut tout autre. Mais ce n'est pas la faute des autres. Le costume de leader paraît finalement trop large pour ce rejeton. Peut-être a-t-il demandé les mesures de Lebron. En fin de droit, il ne finira pas à Pôle emploi. Mais est-il vraiment un commandant ou un simple lieutenant? Émancipé depuis 2 ans, ses résultats ne sont pas bons. En même temps, pas facile d'être Lebron. Salut l'équipe, on est jeudi, et le jeudi c'est le First Day Show, émission intense aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'actualité des playoffs est archi chaude, on a énormément de chance pour cette campagne 2019, les playoffs sont tout simplement exceptionnels, comme on aime dire. Avec moi, mes 2 acolytes, Thomas, j'ai envie de dire, mais même pas Thomas, j'ai envie de dire mon oncle Charlie, tellement que cette chemise nous rappelle cette série magnifique qui nous a bercé. C'est vrai, c'est vrai. Et pas mon oncle Ben, hein, comme nous a dit avant Steph. Oui, ça va, super, je suis ravi d'être là. Il y a beaucoup de trucs à dire. Hier, on a vécu quand même un grand moment pour ce Golden State Houston, et puis on parlera aussi Tyronn Lue quand même, j'ai envie d'en parler. Ouais. Incroyable. Steph, tu as sorti tes plus belles éléments, tu as sorti à ta chemise, ça va aller 50 minutes d'émission, on sait que t'es pas très bien là. Non, ça va aller. Salut les guys, on est là, on est bien, les playoffs. Giannis Antetokounmpo, je t'aime. On va revenir évidemment donc, sur la victoire des Bucks face aux Celtics, donc qui sont directement propulsés en finale de conférence. Donc on fera un focus à l'Est, on fera un débat sur les Celtics, important, c'est quand même une surprise de voir ces Celtics sortis dès les demi-finales de conférence. Mais on va commencer surtout l'émission avec le focus de l'Ouest, revenir sur la série entre les Nuggets et les Blazers, mais surtout prendre le temps de parler de ce match exceptionnel entre les Warriors et les Rockets. C'est le focus de l'Ouest. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Messieurs, hier soir, Oracle Arena, match 5 entre les 2 équipes, et on a assisté à un match incroyable, d'une intensité qu'on attend, qu'on adore découvrir en play-off à chaque année. Absolument, c'était le grand match de la nuit dernière. Ça fait partie des grands matchs, je pense, qui vont rester un peu dans la légende, vu ce qu'il s'est passé. Il y a beaucoup d'événements, on va essayer de parler de tout. Il y a évidemment la blessure de KD, mais c'est vrai que sur la première mi-temps, ce qu'on peut retenir, c'est que l'intensité est complètement folle et que dès le début, on est dans une espèce de money time, tu vois, très long. C'est-à-dire qu'il y a des runs par-ci, par-là, où les Warriors prennent l'avantage, les Rockets reviennent avec des step-back fous de James Harden, puis les Warriors reprennent l'avantage. J'ai assisté quand même à un match incroyable, et c'est vrai que je me suis fait la réflexion pendant le match, je suis ni pour les Warriors ni pour les Rockets, mais j'avais une boule dans le ventre. J'étais stressé, c'est bien la preuve que c'était un moment un peu unique. Rien à voir avec les 50 € de McDo que tu t'es envoyé pendant la Ligue des Champions? Absolument pas, surtout que j'ai pas mangé de McDo hier. Même. Steph, ça a été un match complètement fou, et le début de match est clairement pour les Warriors sur le premier quart-temps. On sent que l'intensité et la défense des Warriors contrarient le jeu des Rockets. Ouais, Golden State rentre très bien dans le match, mieux que Houston. Ils sont à plus 20 d'ailleurs à un moment au milieu du second quart-temps. J'ai retrouvé un petit peu ce jeu des Warriors avec un peu cette fluidité offensive, de l'adresse à 3 points, et puis la dureté de Draymond Green, l'impact de Draymond Green. On sent Houston un peu dans les cordes sur cette première mi-temps. Bon match de basket, il n'y a rien à dire là-dessus. Peut-être le meilleur match de la série jusque-là, à mon goût. Oui. Même s'il y a une prolongation dans un autre match. Oui, non, mais même dans l'intensité, dans les défis, dans les duels, et puis la dramaturgie sur la sortie de Kevin Durant. Mais le début de match en faveur des Warriors montre que cette équipe, elle est quand même concentrée, focus, moins dilettante que ce qu'elle a pu paraître en saison régulière, où parfois elle prenait un peu les matchs par-dessus l'épaule en étant un peu plus loisir. Là, je les ai trouvés d'entrée de jeu, même dans les faciès, dans les visages de KD, de Curry et de Klay Thompson, j'ai trouvé une attitude différente de ce que j'avais pu voir par le passé. Au début du match, c'est Klay Thompson qui est très bon, et qui met, je sais pas, il a 12 points pendant le premier quart-temps, il domine clairement avec des gros tirs. Ouais, c'est clair, il y a beaucoup de post-up aussi sur Chris Paul qu'ils ont. Même s'il a souffert sur le post-up, et de l'adresse extérieure. Les Warriors dominent ce début de match, plutôt assez largement. Et pourtant, Tom, on en parlait, ils ne tuent pas le match.
Ouais. L'écart monte jusqu'à 17, 18 points, 20 points, il me semble. Mais les Warriors ne tuent pas le match. Et c'est un petit peu un reproche que tu leur faisais ce matin quand on regardait le match. Absolument, ouais, absolument. C'est vrai que les Warriors prennent donc l'avantage. Ils montent, je crois, jusqu'à, on va dire, plus 10 ou plus 12. Allez, même plus 15, on va dire. Et les Rockets font un 10-0. Points dans le non, mais les Rockets font un 10-0 avec un James Harden, PJ Tucker, Eric Gordon. Ils reviennent. Et là, derrière, il y a KD qui prend la balle, tête de raquette, qui demande un pit et qui met un énorme tir. S'ensuit une vague incroyable des Warriors, le corner pour KD, Steph Curry et ainsi de suite. Et ils se retrouvent à plus 20, mais avec une chance d'être à plus 25, plus 27 à la mi-temps. Et finalement, ils commencent à enchaîner. Ils cherchent les stockades à 3 points, et puis ça ne rentre pas. Et finalement, ça se résorbe un peu. Ils finissent à plus 14 à la mi-temps. Je pense vraiment qu'ils auraient pu tuer ce match dès la mi-temps avec un plus 25, plus 26. Après Houston fait une belle réaction d'orgueil aussi. Il lâche pas. En attaque, il retrouve des solutions un peu individuelles. James Harden est là-haut pour ramener son équipe à lui tout seul, avec Eric Gordon aussi. Après, les Warriors, tu sais, c'est compliqué quand tu fais un début de match où tout fonctionne dans l'adresse extérieure, où tu montes, comme tu dis, à plus 20, de vouloir tuer le match d'une autre façon. C'est jamais bon de mener trop tôt dans un match. C'est toujours compliqué. C'est pas ce que je veux dire. C'est toujours compliqué. Donc eux, ils restent de leur philosophie. On va continuer à prendre des tirs extérieurs pour filocher et pour leur mettre la tête solo. Après, quand tu mets pas dedans, en face, tu joues une équipe aussi qui est quand même brillante. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment 2 temps dans cette première mi-temps. Il y a ce temps où ils jouent bien. Les Rockets ils reviennent à 3 points. Et derrière, il y a vraiment, je sais pas, ils passent de. J'ai regardé vite fait, ils sont donc à 40-37. Et tout d'un coup, ils se retrouvent à je sais pas, 40-37, ils se retrouvent à 57-40. Mais en 3 minutes. Et ensuite, les Warriors ne marquent plus de panier jusqu'à la deuxième mi-temps. Donc c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, ils auraient peut-être dû mettre la balle sous le bras. Ils savent pas faire. Ils savent pas faire. Il y a un coach, tu prends un temps mort, il y a des meneurs de jeu sur le terrain, il y a Draymond Green, il y a des gens intelligents, tu peux le faire quand même. Qu'à la fin de la première mi-temps, les deux équipes sont cramées. Il y a beaucoup de déchets sur les deux dernières mi-temps de la mi-temps. Tu sais que c'était le cas, fin du match 4, fin de la première mi-temps du match 4, c'était cramé, des mecs avec les mains sur les genoux qui essayent de retrouver leur souffle. Je crois qu'il y a une intensité folle sur cette rencontre. Et c'est important de le dire, on s'en rend pas compte, parce que c'est vrai qu'on voit Steph Curry rater des layups, on voit Kevin Durant rater un layup, on voit aussi Chris Paul être en struggle en attaque, mais ça peut alors, au lieu de simplement dire, ils ratent, putain, ils abusent, ou ils choquent, comme on aime bien dire à chaque fois, c'est qu'il y a une intensité incroyable. Les mecs sont cuits. C'est très dur de mettre des énormes défenses et derrière en attaque de mettre des paniers de haut niveau. C'est compliqué de jouer des deux côtés du terrain avec cette intensité-là, et surtout quand tu es sans arrêt touché sur les écrans, que tu es impacté, que tu dois suivre, contester, que tu dois suivre les shooters, éviter les écrans. T'es dans le rouge, gros. Et en attaque, des fois, tu manques de lucidité. C'est compliqué d'être performant des deux côtés du terrain. Absolument. Fin de première mi-temps, on peut déjà faire un point pour dire qu'il y a 2 meneurs qui passent au travers un petit peu de ce match. C'est Steph Curry, même si le troisième quart-temps va être encore pire. Jusqu'à la blessure de Kevin Durant va être encore pire. Et Chris Paul, quelque part, qu'on sent frustré. On débattait ce matin avec le stagiaire en regardant le match. Il me disait, ouais, mais lui, il essaie de secouer le cocotier. J'ai pas trouvé, moi, justement, qu'il essaie de secouer le cocotier. PJ Tucker essaie de le faire en diffusant, en gueulant quand on lâche des rebonds offensifs. J'ai trouvé Chris Paul frustré, contrarié et surtout seul dans sa frustration. J'ai pas trouvé un Chris Paul qui diffusait du positif pour son équipe. Mais depuis le début des playoffs et de cette série, Chris Paul, je le trouve pas super influent sur le jeu de Houston. Il n'a pas un impact incroyable. Ça je te rejoins sur l'attitude. J'ai du mal à voir l'impact qu'il a. Je comprends un peu ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il est un peu tout seul et qu'il fait ces trucs de fouinasse. Mais ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que par moment, il va chercher des fautes offensives, il prend beaucoup plus tard dans le match, il prend ce coup dans la tête de Draymond Green qui est clairement catastrophique. Là, tu vas me dire que c'est bien joué, alors que si ça avait été Chris Paul, tu aurais dit que c'était cata. Quand bien joué, quand Draymond Green lui met un coup. Là, tu me dis que tu vas me dire que ça va faire partie du jeu. C'est pas bien joué. Pas bien joué, mais ça fait partie du jeu. Il y a le passage en force que lui provoque, déjà, moi je pense que c'est un très mauvais choix de Chris Paul à un moment clé en plus. Après, Draymond Green lui met un coup en trop, certes. Après, quand on aime Draymond Green et qu'on a un peu qu'on n'aime pas trop Chris Paul, on se dit, devant sa télé, on dit oui, mais là, je vais pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, c'est ça, en fait, le problème un peu dans la différence de lecture, c'est que d'un côté, t'as quand même Draymond Green qui en saoule beaucoup, tu l'adores, ça, moi je l'entends et tout, il diffuse pas mal de trucs positifs aussi.
parfois négatif, puisqu'il prend une technique et qu'un point à ce moment du match, ça aurait pu valoir son petit pesant de cacahuètes. De l'autre côté, Chris Paul, qui lui aussi joue de vice et tout ça, tu vas dire, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'il fait. Non, mais alors, le vice, moi, c'est pas là où ça me gêne, c'est que je trouve qu'il est frustré de tout. Dès qu'on le touche, il tombe, il part souvent aux arbitres. À un moment donné, il y a un ballon, je sais plus, qui va essayer de sauver, qu'il n'arrive pas, il met un grand smash de volée dans le ballon en touche, quand il a deux doigts de rentrer dans son mais là, tu juges l'attitude de Chris Paul. Non, je juge que Draymond Green a exactement les mêmes. Je vous pose la question, je me souviens quand même de Chris Paul l'année dernière notamment, la comparaison elle est plutôt peu. Je trouvais que l'année dernière il était leader, il diffusait beaucoup plus de choses. Ça l'a pas empêché on se souvient, ça l'a pas empêché de chambrer Steph Curry l'année dernière quand il met le 3 points. Je trouvais qu'il était plus serein, plus. Mais l'année dernière, il a des rushs positifs au terme de scoring. Il fait des matchs incroyables qu'il n'a pas fait depuis le début des playoffs. Donc peut-être. Il est dans le dur alors. Pour moi, il est clairement dans le dur. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Je tire pas à boulet rouge sur Chris Paul, je dis simplement qu'il diffuse pas quelque chose de très positif. Sportivement, on peut tirer à boulet rouge sur Chris Paul pour moi. La série sur 6 à 3 points. La série n'est pas finie. Mais hier, clairement, moi je le trouve catastrophique. Ça fait quand même beaucoup de matchs qu'il joue en playoff où il est pas sensationnel. Je le trouve clairement catastrophique. Avançons dans le match, parce que donc il y a la mi-temps, le début du troisième quart-temps est clairement encore à l'avantage des Warriors, et puis là il y a cette blessure de Kevin Durant. Ça a commencé déjà avant le retournement de situation. Les Rockets reviennent quand même bien dans ce match. Il y a un bon début de deuxième mi-temps, c'est vrai. Et puis il y a cette blessure sur ce pull-up jumper de Kevin Durant, anodin, parce qu'il shoot, il repart, et puis comme tu dis, on a l'impression qu'il a oublié ses clés. Tu vois, il parle fort, attends, j'ai oublié un truc, mais en fait ce qu'il a oublié apparemment c'est un bout de mollet. Et sur le moment, on a tous eu cette crainte incroyable de se dire, il s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Alors on a pensé pendant le match de Marcus Cousins. Surtout qu'il jette un regard derrière lui, parce que cette rupture du tendon d'Achille, t'as toujours l'impression que quelqu'un t'a marché. Exactement. T'as envie ta chose là. Donc quand il se retourne, on se dit, oh merde, ça y est, ça a sauté. Ça me fait penser à Kobe aussi, qui a eu cette même sorte de réaction où, en fait, t'as l'impression qu'on t'a attrapé la jambe, et il regarde, il n'y a personne. Il est gros, et la phase, elle est incroyable. Le match contre les Warriors d'ailleurs, où il tire ses deux lancers francs blessés. Oui, tout à fait, oui. Kobe, tu veux dire. Oui, bien sûr, avant qu'il parte complètement. Donc voilà. Alors finalement, c'est le claquage du mollet. On est sûr. Alors moi j'ai vu, en fait on attend l'IRM aujourd'hui. Aujourd'hui on ne sait pas, donc ça peut être une contusion, ça peut être plein une déchirure même, on ne sait pas. Soit une contracture, déchirure ou claquage. Après, c'est combien de temps ça? Tout dépend du nombre de centimètres de la déchirure. C'est souvent une histoire de centimètres. En général, oui, c'est souvent une histoire. Après, en général, c'est au moins une semaine. Une semaine par centimètre. Si c'est une contracture, c'est une semaine. Ouais, mais une contracture, moi j'en ai eu beaucoup dans ma carrière, des contractures. Ça ne fait pas t'arrêter comme ça et d'aller au vestiaire. Une contracture, en fait, c'est une courbature qui est au max. Une déchirure ou un claquage, c'est différent. C'est que le muscle s'est déchiré. Et c'est vraisemblablement ça. Maintenant, tout dépend de si c'est vraiment grand. Ça peut être inquiétant. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait l'IRM. Et quoi qu'il arrive, ils ne devraient pas faire le déplacement à Houston. Ils le mettraient au repos. Ça fait quand même une énorme différence, puisque l'année dernière, il y avait Chris Paul, là, on y vient. Donc Kevin Durant n'est pas là, et c'est vrai que c'est lui, quelque part, qui décante notamment sur cette série, qui décantait beaucoup de choses pour les Warriors. Curry, jusqu'à sa blessure, est pas bon, est complètement en travers, joue à l'envers. Tu parlais tout à l'heure de visage sérieux, et je suis d'accord avec toi. Sauf pour Steph Curry, qui pour moi, vraiment, fait des choses d'espoir par moment, met des ballons en touche, prend des shoots hors timing. Il est ciblé défensivement, comme Paul Harrer aime le dire, et il se fait châtier. Et là, Kevin Durant est blessé, ne reviendra pas dans le match très tôt, on le sait. Et là, finalement, c'est les tauliers, ceux qui ont fait que les Warriors sont les Warriors, ceux qui ont créé les Warriors avec Curry, Thompson, Draymond Green, Iguodala, ces quatre-là. Sean Livingston qui sont... Oui, un degré moins. Mais c'est surtout ces quatre-là qui finalement, on a retrouvé ces Warriors de 2015. Ils ont retrouvé leur identité de jeu c'est 2014-2015. Sans Kevin Durant, avec ce passing game ou des courses sur des systèmes longs. Mais après, à un moment donné, quand tu es un grand champion comme Steph Curry et que ton leader offensif, KD, sort, tu as quand même une certaine maturité pour dire, ok, gros, il est plus là, maintenant c'est quand même moi, c'est à moi de porter cette équipe, je l'ai déjà porté par le passé. Et puis il y a eu une déclaration de, je sais plus, c'est Curry ou Steve Kerr qui dit que c'est de Marcus Cousins qui a eu des mots forts à un moment quand KD sort, il dit, écoutez les mecs, KD est plus là, faites le taf, on y va, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et puis Steph Curry, écoute, il a pris ses responsabilités. Comment on peut expliquer des écarts de niveau, de concentration de Steph Curry dans un match de si haut niveau? Ce qui m'a choqué, moi, et je suis d'accord avec toi, c'est la différence d'attitude et donc de niveau par conséquence entre Steph Curry dernièrement, on va dire, la première mi-temps et la première moitié du troisième quart-temps, puis tout d'un coup, tu vois qu'il n'y a plus de « je danse »,« je smile »,« je gna gna ». Non, en gros, il était là, « vas-y, c'est parti, je vais jouer ». Et ce que j'ai senti,
c'est le Curry hyper dominant d'avant était revenu. Des tirs à 3 points hyper importants, des tirs aussi à mi-distance, de la création, et surtout il n'y avait plus de je fais jouer les autres. Non, je vais prendre l'équipe sur mon dos et je vais nous faire gagner. Alors il n'a pas été incroyable dans la toute fin de match, mais à ce moment-là, hyper important, où les Rockets sont vraiment, les regardent vraiment dans les yeux, c'est lui qui prend le leadership. Après, est-ce qu'il n'y a pas chez Steph Curry cette sensation de se dire il y a KD qui est là, gros, il peut rien nous arriver. Si moi je suis moins bon, c'est pas grave, l'autre, le monstre à côté de moi, il va nous emmener là. Confort, voilà. La fameuse zone de confort. Confort de jeu, de se dire bon voilà, je suis moins, j'ai moins de responsabilité, je porte moins les victoires des Warriors sur mes épaules parce qu'il y a monsieur à côté de moi. Et une fois qu'il est parti, c'est dit bon, bah là il est plus là, gros, il va falloir peut-être que je me remette à jouer au basket correctement et à porter cette équipe. Il y a aussi cette de se dire je me repose sur lui et d'être un peu plus moins consciencieux dans les efforts et moins consciencieux sur le terrain. Peut-être. Alors je pense pas qu'il se le dise, ça doit être inconscient. Oui, bien sûr. Je le dis pas, mais par contre, quand il y a plus personne, bah c'est mon tour. Et j'aime moi cette attitude. On pourra en parler pour d'autres gens dans d'autres équipes. Au bout d'un moment, ton gars, je pense évidemment à Philadelphie, quand il y a ton meilleur joueur ou qui est soit blessé, soit pas 100%, faut bien que d'autres gens prennent le leadership. Bon, ça, tant mieux, c'est Steph Curry, il a le niveau pour le faire. Le fameux step-up. Pas de Kevin Durant, mais on a quand même eu le droit à un super money time qui a commencé très tôt, finalement, quasiment. Il a duré 15 minutes, fin de troisième quart-temps. C'est clair. Et dans ce money time, forcément, on va parler de James Harden. Attends, je peux dire un truc avant le money time. Un dernier truc que je voulais absolument en parler. Alors, je voulais vraiment citer son nom. La bataille du rebond. Et donc, monsieur Kevin Looney, qui fait un match incroyable à la Maillotche, aller chercher des rebonds. Alors, 29-18 au rebond à la mi-temps, les Warriors. Et ben regarde ça, c'est ça, donc c'est que 5 points, 9 rebonds, mais du rebond offensif, des lancers francs importants. Du contre. Et du contre aussi, c'est vrai. Rappelez-vous que c'était quand, à la radio, je pense mardi, on avait parlé un peu de la bataille au rebond. Sur les 2 premiers matchs, les Warriors avaient dominé. Sur les 2 matchs suivants, les Rockets avaient dominé, donc 2 victoires. Et bien sur la première mi-temps, c'est les Warriors qui ont dominé. Troisième quart-temps, où les Rockets ont dominé 29-15. C'est eux qui dominent le rebond. Donc dans ce match-up-là, c'est très important de dominer, de verrouiller à la fois les rebonds défensifs, ça veut dire que tu as bien défendu, et d'aller chercher ces petits rebonds offensifs. Capela, il est très bien fait, Tucker aussi, il est très bien fait. Steph, c'est intéressant, ce facteur important des rebonds, parce qu'on sait que c'est 2 équipes qui jouent petit en plus. Mais le rebond est une des clés du basket moderne. Quand vous contrôlez le rebond, en général, vous avez plus de possession. Vous défendez moins longtemps. Vous défendez moins longtemps. Ouais. 2, ça vous permet peut-être de courir, d'avoir du jeu rapide, du jeu de transition, ce qu'affectionnent les Warriors, parce qu'à chaque fois que vous devez faire une remise en jeu, la défense en face a le temps de se mettre en place et vous ne créez pas de décalage. La bataille du rebond, c'est une clé dans le basket. C'est la bataille du rebond et l'adresse. Les Rockets sont battus en termes d'adresse aussi sur cette rencontre, sur la réussite à 3 points. Donc on a quand même eu un money time qui a commencé très tôt, on l'a dit, dès la fin du 3e quart-temps. Et dans ce money time, forcément, ce qu'il en sort, la surprise qu'on a, c'est James Harden. Tom, on a des stats sur son 4e quart-temps notamment. Ouais. Il shoot peu, notre ami. Panier. Alors, un panier. Il y a 2 paniers. Alors il y a 2 écoles, 2 paniers. Ouais. Il y a 2 paniers, oui. Il fait 2 sur 3. Ouais, il met un panier dans les dernières. Il n'est pas mauvais dans le money time. Il est plutôt absent ou en tout cas pas assez présent. Et il y a 2 écoles. Il y a où il a joué juste, et c'est vrai qu'on l'a trouvé via Capela et sur des tirs. Capela était 4 sur des tirs plutôt propres pour Eric Gordon et autres. Mais en tout cas, toute l'année, on a quand même vu James Harden prendre ses responsabilités, abuser du tir par moment. Et là, on l'a vu plutôt dans un rôle de passeur. Est-ce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il fallait à ces Rockets? Alors, on a vraiment envie d'avoir vos avis sur cette question parce qu'elle est plutôt clivante et on a vu tous le même match. On n'a pas la même interprétation. Toujours un problème à l'œil, apparemment. Toujours un problème à l'œil, clairement. Oui. C'est très long quand tu as rouge dans l'œil à partir. Je ne sais pas si ça le gêne. Bon, bref. En tout cas, la réalité de tout ça, c'est que moi, j'ai été déçu. On en a parlé du coup encore une fois avec le stagiaire qui aime bien les Rockets et qui disait que lui, il avait trouvé que James Harden avait joué juste, donc avait trouvé ses partenaires dans les bonnes dispositions. On pense à Eric Gordon qui met 2 énormes tirs, dont un où il y a 3 Warriors autour de lui qui est incroyable. Moi, ce que j'attends des superstars, des joueurs aussi forts de James Harden, c'est que par moment, il force le destin. C'est la réalité de la NBA. C'est ce qu'il a fait toute la saison. Alors encore plus quand c'est lui. Mais même s'il l'avait pas fait, il ne peut pas finir en 11 minutes de temps de jeu dans le 4e quart-temps à 3 tirs tentés, une passe D, une paire de balles. Tu sais, ça veut rien dire. Pas de lancer franc. Surtout sur un match où il est bon, il est très bon, il est pas à 8 sur 35, il finit à 10 sur 16, donc au niveau pourcentage, il a quand même une certaine confiance sur cette rencontre-là. C'est pas Harden. C'est pas Harden, 10 sur 16. 10 sur 16, c'est un pourcentage exceptionnel pour le nombre de tirs qu'il prend et pour la difficulté des tirs qu'il prend. Donc cette confiance, il l'a. J'ai du mal à expliquer cette fin de match de James Harden. Toute l'année, on l'a vu croquer, manger les ballons et Houston jouer pour lui. Et ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est ses coéquipiers aussi qui l'ont oublié, t'as l'impression? Oublié un petit peu, qui ne sont pas allés le revoir pour lui redonner les ballons dans les mains en disant en gros, vas-y, c'est à toi de jouer. Donc il y a aussi, je pense,
Mais Part de responsabilité des deux côtés. D'habitude, il n'a pas besoin que Chris Paul lui donne la balle dans les mains. Il prend la balle, il la dribble. prend. Il force le destin. Il force le destin. Moi, c'est quand même bizarre d'en arriver à ce moment-là. Ça m'a fait un peu penser dans autre chose à sa série face aux Spurs, c'était il y a 3 ans, 2 ou 3 ans maintenant, où la fatigue aidant, il avait disparu en fin de série, tu vois. Là, j'ai eu l'impression de voir pas le MVP, le mec hyper influent, hyper impactant des Rockets qui nous impressionne depuis 2 ans. J'ai vu un gars qui voulait jouer juste, un meneur de jeu, qui voulait jouer juste, qui voulait faire des bonnes passes. Après, qui voulait pas, On a vu Ricky Rubio, quoi. Après, c'est une forme d'intelligence aussi, de temps en temps, de se dire que Eric Gordon est très bon et Oui, que mais je pas vais assez bon. lui donner des galettes. Il n'est pas à 40 non plus. Non, il Chris est pas Paul à n'est pas à 40 non 40. plus. Donc tu lui donnes pas. Tu vois, c'est pas CJ McCollum. Tu vois, genre, il est pas dans Là, un sort il y incroyable. a trop d'écart. Je veux dire, il aurait peut-être pu moins croquer que par le passé sur un 4e quart-temps, vu que ses gars autour sont plutôt bons. Mais il doit quand même prendre des tirs. Mais c'est vrai que 3 la tirs, comparaison de putain. Tom, elle est très bien. C'est pas Lillard qui donne les ballons de fin de match à McCollum qui a 35 points. Oui. Ben ouais. On n'en est pas là. Et puis de toute façon, on a tous envie de voir ça. Puis de toute façon, cette équipe est construite comme ça pour que James Harden tue les matchs. Tout à fait. Donc on Comme enlèverait à Noël, par exemple. On enlèverait Pas Noël, mais un les Eric Gordon capable de mettre des gros tirs, mais 3 tirs en 11 minutes pour James Harden, c'est pas notre James. C'est pas notre James. Dites-nous vous dans les commentaires, Ah ouais. qu'est-ce que vous pensez de ce 4e quart-temps de James Harden? Est-ce qu'il a eu raison de jouer juste ou est-ce qu'il aurait dû un petit peu forcer le destin comme il aurait dû, parce qu'ils ont perdu, hein. comme les grandes stars NBA, le font souvent. Et les Rockets loupent encore une fois le coche pour de gagner à l'Oracle On y Arena. arrive, justement. Ouais, Match vas-y. 6. Donc, vendredi soir. Avant de parler de ça, est-ce qu'on peut revenir aussi sur la performance de Klay Thompson? On en parlait dans l'émission de radio mardi. Il a été très bon. On en parlait dans l'émission début de mardi. Est-ce qu'il peut être un franchise player en ayant toutes les responsabilités? Kevin Durant passe sur le terrain. Klay Thompson fait quand même un match de patron. Hein. Il met 27, il finit à 5 sur 10 à 3 points. Gros début de match. On dira aussi qu'il a environ son pied à 2 mètres en dehors du terrain, que l'arbitre qui est à 1m50 ne le voit pas. Ça aurait peut-être pu changer à la fin de match, en tout cas donner une arme. Sur le dernier layup, où il y a action litigieuse, ballon sauvé. Il est clairement dehors et ça finit avec un layup alors qu'il perd la balle. Il met une filoche à short corner devant le banc des Rockets, il y a un marché de chien. Il a marché, après Et il met un c'est- énorme tir tout seul après un rebond offensif. Bon, il y a eu plein de choses. Les supporters des Rockets peuvent être frustrés. Clairement. Mais bon, on peut y aller, je pense clairement, sur ils auraient dû le prendre. Pour moi, c'est une. fait Ils ont deux raté fois. leur chance. Ça fait 2 fois. Ouais, Le problème de Houston, et Ils ont raté tu leur dis chance. 2 fois, je dis pas envie de dire 2 fois, c'est déjà depuis la saison dernière. Oui. Et donc là, il y a un match 6 à Boston, et chaque fois que j'ai l'impression que les Rockets peuvent enterrer, ou en tout cas faire très mal aux Warriors, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et il y a un match, le match 2, il me semble, quand il y a prolongation, ils ne le prennent pas alors que c'est un match qui leur tend les bras. J'ai l'impression que finalement, Houston, Ils vont s'en mordre les watts. entre la série de la saison dernière et ce milieu de série, maintenant on est déjà à 5 matchs, on est plus qu'au milieu, Ouais. eh ben, j'ai l'impression quand même qu'il y a un aspect mental qui fait que On verra. Kevin Durant blessé, Ah ben, ouais, ils n'arrivent pas en tout cas à faire basculer les choses de leur côté. Ils sont plutôt vaillants, ils sont plutôt Parce qu'ils bons. ont, ils ont des assurés. Mais ils ont des choses en leur faveur. Kevin Durant, tu l'as dit, blessé. Steph Curry qui fait une série très moyenne. Ils ont des choses en leur faveur. Ils ont des possibilités d'attraper ces Warriors qui ne sont pas ultra dominants comme la saison dernière. Donc j'ai peur qu'en ayant perdu 4-2 ou 4-3, ils se disent putain, on a loupé encore une fois Sur le coche. l'aspect mental, si KD est out pour la série, match, donc vendredi, t'as pas trop le temps de gamberger et tout, vous pensez pas justement que les Rockets vont arriver en se disant on va le faire et vont le faire derrière? moi, j'y crois pas pour une simple et bonne raison, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les Warriors se sont construits et ont gagné un titre. Sans Et Kevin. 72 victoires sans Kevin Durant. Donc ils savent le faire. Et quelques, 73. Hein 73 victoires. 73, ouais, 72, c'était, je sais plus comment il s'appelle. Les Bulls. Il a dit les boules très sérieusement, Steph. Ça te fera pas un point pour le quiz. Et je crois quelque part que ces mecs-là, ils se souviennent de ça, ils se sont construits comme ça. Certes, Kevin Durant est arrivé, il a changé certaines choses, a rééquilibré un petit peu peut-être dans l'attaque certaines choses, il a pris plus de tirs que d'autres, mais ces mecs-là, ils ont gagné ensemble aussi. Et hier, la réaction qu'il y a eu quand Kevin Durant s'est blessé, je me dis que le match 6, même s'il n'y a pas Kevin Durant, c'est loin d'être gagné pour Houston. Et j'ai même envie de te dire, Moi, je vois pour quand les même- Warriors, aller gagner là-bas le match 6. Je vois quand même un Game 7. Moi aussi, je vois un Game 7. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a envie de voir tu ça, dis, déjà. là, je pense que tu es en train de dire exactement la même chose que qu'on disait en général hein, après les 2 premiers matchs. L'avantage à domicile, il est clair. Et Houston à domicile est très, très, très forte. La preuve, ils ont pris 2 matchs aux Warriors. Donc je pense aussi, comme Steph, que KD ou pas KD, ils prendront ce match 6 et on aura un deuxième match 7 en 2 ans, qui est. Dis tout dans le les Graal, commentaires. hein, Alors, le moi, Saint match Graal. 7, j'ai envie de le voir clairement, mais j'ai vraiment senti, quand Keddy s'est blessé, j'ai senti un truc, tu sais, on parle souvent de clic, je me suis dit, ça y est, Steph Curry se cache beaucoup moins, Draymond Green, qui déjà diffuse énormément, a rediffusé encore de manière exceptionnelle. N'oublions pas que ces Warriors-là se sont construits quand même on avant n'oublie sans pas, KD. on oublie Alors, pas. ils ont gagné avec lui, très bien, on N'oublie peut en pas. débattre 20 fois. C'est Mouloud qui a fait le clic, non? Attends, un dernier mot sur Draymond Green, parce que je sais que tu l'adores. Sa fin de match, la technique, la 6e faute,
Ouais, pas malin. Ouais, pas malin, putain. Pas mal. Oh Mais la vache. ça fait partie du Et personnage. la tête qu'il fait. La sixième sur. peut jamais parce que plusieurs la choses sixième comme sur ça. Eric Gordon, et quand Livingston y rentre comme Steph, il est rentré en finale de Coupe de France quand comment il s'appelle Victor Samnier qui a fait 5 fautes. Quand Victor Samnic fait 5 fautes. Hein. Je me souviens, j'étais dans la salle, mon gars, il rentre, il avait été dramatique tout le match, il rentre, il reste quoi, 1 minute 30, 2 minutes il est tellement pas prêt à jouer. Moi j'étais bien avec ma bouteille de cristalline et encouragé, gros. Allez, les gars. Nous, justement, qu'est-ce que c'est de rentrer dans des matchs comme ça quand finalement t'es pas concerné par la fin de match en étant sur le terrain. ouais. Finalement, on te dit, mec, il y a un mec fall out, à toi d'y aller. C'est dur, j'ai envie de te dire non, parce que t'as quand même envie d'être sur le terrain sur clair. ce genre de moment-là. Mais quand t'as vécu des minutes compliquées en première mi-temps et au troisième quart-temps, et qu'on C'est quand même à 0 sur 22. Hein. Ouais, t'es quand même à 0 sur 22 et que ton équipe tourne bien et que tu dis bah Draymond Green est très bon, parfois t'as envie de te dire écoute l'équipe elle va gagner, je suis très bien, je suis très mauvais, j'apporte plus de choses négatives que positives quand je suis sur le terrain, même si ça fait kiffer d'être sur le terrain, je me dis Draymond fait le taf, c'est très bien et quand tu t'envoies au feu tu dis bon, faut y aller quoi. T'as à la fois cette peur et cette adrénaline et t'as qu'une envie, c'est de dire je veux pas faire de conneries, je veux pas que l'équipe perde à cause de moi. Donc c'est difficile, mais après quand tu joues aux Warriors, tu joues Bien sûr, bien sûr. t'as qu'une envie en Mais général, c'est quand même je, d'être je, me suis- je parlais de toi parce qu'on en avait reparlé après, tu étais rentré, t'étais pas fier quand même. Ah non, j'étais pas fier. Ou alors tu t'appelles Rodney Hood sur la 4ème prolongation et tu fais gagner ton équipe. Mais bon. Ça peut lui arriver, c'était pas ce soir-là. en tout cas. Mais bon, ça avait quand même été champion de France. Non, Donc, on a gagné. bravo. C'est le principal. bah, absolument. Écoute, on a gagné 2 points, j'ai fait 2 sur 2 au lancer. Parce que si je fais 0 sur 2, on n'est pas sûr de Non, gagner. mais je suis d'accord. On se rassure comme on peut. Matchy, donc vous voyez une victoire des Rockets. Ouais, allez, victoire des Rockets. Moi, je vois une énorme victoire des Warriors dans un match encore incroyable. Ok. Très bien, Erwan. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez un match 7 à un match 6. Bref, vous m'avez compris. Si vous voyez une victoire des Warriors ou des Rockets lors de cette série qui se redéplace donc à Houston. On va vers notre série. Je sais que c'est presque moins sexy. Tu vois, c'est terrible. Oh, mais moi, oui, j'aime ce bien, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets. Ah, celle-là. Les Nuggets, je sais pas ce qu'il raconte lui. Les Nuggets ont pris l'avantage avec une énorme branlée à Denver. Victoire 124-98. 124-90, il y avait plus de match au milieu du 3e quart-temps. On n'était pas habitué à voir Portland se faire girobroyer comme ça. On a l'impression que finalement Denver est plus frais physiquement, ça se joue surtout là-dessus. Après le match 4, on avait eu cette sensation ensemble de dire que Denver a plus d'armes sur le papier, oui, mais être plus fraîche par le fait qu'ils aient plus d'armes et beaucoup plus de solutions sur le banc et ainsi de suite. C'est vérifié, ils se sont fait mais complètement désossés. Nikola Jokic a fait un match, on l'a vu un peu hier tous ensemble d'ailleurs à la House Factory, un match incroyable. Alors je vais vous répéter ses stats parce que 24-19. 25 points, 19 rebonds, 6 passes décisives, alors il fait 6 fautes, mais il a eu une influence incroyable sur le jeu, il a pesé et voilà, Denver est une meilleure équipe, ça se vérifie maintenant et Damian Lillard, j'ai l'impression, est clairement cramé, non? Ouais, un peu voilà, sur les jambes. Un peu sur les il est jambes. fatigué quoi. Ouais. Après, on sait que Portland, Steph, à domicile, c'est une équipe qui a de l'orgueil. Peut-être aller chercher ce match et s'offrir finalement une finale pour eux à Denver. Un petit barreau d'honneur sur un match 7, mais vous l'avez dit, je crois que Damian Lillard. Alors, les Nuggets ont joué plus de matchs contre les Spurs, parce que ça fait 4-3, et Portland a gagné 4-1 contre KC. Mais j'ai l'impression que Damian Lillard, il a laissé à la fois beaucoup d'influx nerveux. Tout à fait. Et de force physique dans son duel avec Russell Westbrook. Quand vous mettez un buzzer beater comme ça, il y a quand même beaucoup d'émotions en jeu. Ouais. Et là, il est dans le dur physiquement et on sait que cette équipe de Portland, elle ne peut pas s'imposer contre une équipe de Denver si Damian Lillard n'est pas bon, si J. McCollum a été très mauvais aussi sur le, 12 points, ouais. sur le match 5. On pensait Denver... Ils leur mettent aux deux là. Alors, Lillard a fait des gros matchs en début de série. McCollum a fait un match énorme pendant le match à 4 prolongations. Par contre, ils sont défendus. Ils leur mettent quand même de Gary Harris et... Gary Harris, Will Barton, Jamal Murray, ils se mettent quand même des paniers défensifs. Parce qu'il met les plus grosses pressions. Comme il s'appelle Torrey Craig. Qui est un bon soldat. Ils leur mettent de ces pressions défensives sur les lignes extérieures. Et j'ai l'impression que le travail, mine de rien, parce que c'est aussi ça les séries de playoffs, le travail défensif comme ça sur les lignes extérieures est en train de payer et que McCollum et Lillard tirent un peu la langue. Et puis après, l'aspect physique, c'est étrange quand même, cette capacité qu'ont les joueurs NBA à récupérer, parce qu'on pensait qu'après avoir perdu ce match 3, après 4 prolongations, Nikola Jokic à 65 minutes, qui a pas non plus, c'est pas un athlète hors du commun. Mike Malone s'était excusé, on s'est dit, les Nuggets, ils vont jamais se remettre. Ils sont cramoisis, l'autre il a joué 65 minutes, ils viennent de perdre après 4 prolongations alors qu'ils ont des balles pour gagner, ils vont jamais se remettre. Moi je suis épaté par la réaction. La réaction physique déjà, la réaction physique, athlétique de cette équipe des Nuggets, avec un Paul Millsap qui lui on sent quand même qui maîtrise le basket et qui maîtrise ce genre de... Il leur fait du bien dans l'expérience. L'année dernière, on disait 30 millions. Il joue juste le bâtard. J'avais parlé de son salaire. Il joue juste, le bâtard. Oui, c'est un vrai gars. En plus d'avoir une superbe
un superbe dressing. On l'avait déjà fait. Ouais, elle passe toujours bien. Match 6 ce soir à Portland donc, contre les Nuggets et, Moi, je vois le et les 4-2. Blazers. Moi, je vois le 4-2. Moi aussi, Je vois 4-2. On voit Denver terminer ce soir, moi aussi. Je vois Denver plier le match ce soir. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez Portland arracher un match 7 et renvoyer la série à Denver. On a fait le tour de la conférence Ouest, c'était passionnant, mais reste avec nous parce que la conférence Est aussi, c'est passionnant. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! On va commencer avec la série entre les Raptors et les Sixers. Et les Raptors ont frappé un grand coup. Ils ont récupéré l'avantage du terrain. Et en plus, derrière, ils sont allés reprendre l'avantage dans la série. Avec là aussi encore un match, une énorme rouste de la part des Raptors face aux Philadelphia Sixers. 125-89, là pareil, match plié quasiment en 3 quarts temps et demi. On n'a pas reconnu nos Sixers, Tom. Ouais, les Sixers n'ont pas. Alors, ils ont à la fois pas été bons, il y a eu un manquement clair des meilleurs joueurs de l'équipe. On reviendra sur Joel Embiid et tout ça. Je suis un peu déçu, moi, de ce match 5. Les matchs 5, normalement, ce sont les plus grandes joutes quand on dit ça va se jouer sur une série sur 3 matchs et tout ça. Normalement, le match 5, les matchs impairs, quand il y a égalité. Les matchs impairs, en général, le match 5, c'est un truc où on jette tout ce qu'on a dans la bataille. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à Philadelphie, mais ils ont été dominés, mais sur tous les compartiments du jeu. À la main, Kylori a été très bon. Kawhi Leonard, alors ne met que 21 points, mais mon gars, il fait un match. On ne peut pas l'arrêter. Tous les paniers qu'il met, ça fait mal. Exactement. Marc Gasol. Bref, ils ont été très forts. On va, je pense, beaucoup plus parler de Philadelphie et des manquements plutôt que Toronto qui est à son niveau, quoi, qui est très fort. Et justement, Steph, avec Tom, on débat beaucoup cette semaine sur Philadelphie et sur les manquements, comme dit, et les contre-performances des joueurs stars. On pense forcément en premier à Joel Embiid. Alors, il a été malade, puis remalade. Mais finalement, sa série, elle est loin, bien loin de ce qu'il a pu faire en saison régulière. On voit à peine 13 points sur les 3 par défaites. match. C'est ça, sur les 3 défaites, il répond pas présent. Comme on l'entendait, Joel Embiid. Non, mais moi j'ai toujours du mal à taper sur un mec. Je ne connais pas sa situation médicale en fait. Je ne sais pas exactement ce qu'il a. Il a été malade, pas malade. Il a des soucis, des virus. Donc on n'est pas dans la peau de ce garçon-là. Est-ce qu'on peut se dire, oui, c'est super, il fait les efforts pour son équipe alors qu'il n'est pas bien Ou alors il faudrait mettre sur le côté. Est-ce qu'on se dit, Brett Brown, il abuse un peu, s'il sait qu'il n'est pas bien, il le fait jouer 35 minutes, est-ce que ça pénalise pas alors que tu as des mecs qui peuvent jouer à sa place? Donc moi j'ai du mal à juger pour l'instant cette série de Joel Embiid. Ça me va. Donc Joel Embiid n'est pas au mieux. On le voit par les stats, certainement peut-être malade, des virus, on n'a pas vraiment certainement malade. Ok, donc maintenant, mais le souci, c'est que ça lui arrive très souvent. D'accord. C'est arrivé, il a joué 5 matchs, c'est arrivé 4 fois. Voilà. Avec chaque fois un problème différent. Donc, le seul match où il était normalement à 100%, il a mis un moulin, il a des ossettes au Voilà, est-ce qu'on peut peut-être aussi se poser des questions sur l'hygiène de vie de Joel Embiid, sa rigueur manger des burgers terrain. dans les matchs. Maintenant, derrière, le supporting cast interroge aussi, et avec Thomas, on a un vrai débat autour de Ben Simmons. Est-ce qu'on peut évacuer Jimmy Butler déjà de tout ça? Ouais, vas-y, on peut Jimmy commencer. Butler est irréprochable pour moi. Voilà, je suis d'accord. Alors, tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais. Depuis qu'on ne l'envoie plus en première option défensive sur Kawhi Leonard, effectivement, il est irréprochable. C'est pour ça qu'on Il a parlait bien fallu envoyer un chien à sa place. Hein. C'est vrai, on parlait de Kevin Durant et donc de Stephen Curry qui prenait le relais. Joel Embiid donc, est sur le terrain, mais pas à 100%. On était en droit d'attendre à ce que quelqu'un d'autre prenne le relais. Jimmy Butler, franchement, il est exempt de tout reproche. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord. Moi, je trouve que dans l'attitude, il n'a absolument rien à se reprocher. Défensivement, prend ses responsabilités. Et des gros tirs. Dans les attitudes, tu le dis, gros, là, il a envie, il a la rage de vaincre sur les temps morts. On le voit, il serre le poing, il encourage tout le monde dans la communication. Donc on a envie d'évacuer Jimmy Butler, qui naturellement était le deuxième joueur de l'équipe. La deuxième option. Et la deuxième option, pas forcément le deuxième meilleur joueur, mais deuxième option, il fait le taf. Le problème, c'est qu'une équipe de basket, t'es au moins 5 sur le terrain, t'es 5 sur le terrain et 12 dans l'équipe, et que normalement, les autres rames devraient pouvoir... Surtout quand on parlait de ce 5 majeur fabuleux après les trades. Et donc on arrive forcément au cas de Ben Simmons, sur lequel beaucoup, notamment la presse américaine aussi, frappe assez fort. Toi, Thomas, t'es plutôt d'accord avec ça? Et moi, je trouve que, alors certes, il fait pas une énorme série, mais je trouve qu'on tire en premier sur Ben Simmons. Je suis pas sûr que ça soit le premier facteur des contre-performances des Sixers. Tu es d'accord avec ça, Steph? C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on attend d'un profil de Ben Simmons dans cette équipe? Déjà, j'attends au minimum les mêmes chiffres qu'en saison régulière. Là, il a divisé tous ses points par 2, ses tirs aussi. Alors, je te fais les stats vite fait. En saison régulière, il a 16,9 points, 7,7 passes, 8,8 rebonds à 56% au tir. Et là, sur la série, il est à 16 points. C'est bizarre, Toronto Raptors, c'est très bizarre. Bon. Sur la série, il a 16 points. C'est chelou.
Non, il a 9 points, 7 rebonds, 4 passes. Ouais. Je sais pas, bizarre, c'est ESPN qui s'est trompé, c'est pas moi. Donc moi j'ai un souci déjà avec son influence en attaque, et c'est même pas un souci de pourcentage de réussite au tir. Il pourrait faire une série kata où il met pas un tir. Il prend 8 tirs par match. Merci. 8 tirs par match. D'accord. Donc pour moi c'est kata. Et son influence hors du jeu, parce que c'est censé être un bon passeur. Enfin, tu passes de 8 passes de moyenne en saison régulière à 4 passes. Non, alors, tu veux peut-être pas lui taper dessus, mais à un moment donné, il y a quand même les chiffres sont quand même. Alors en fait, Erwan, toi tu dis que c'est pas sur lui qu'il faut taper en premier. Voilà, exactement. Moi, je pense que c'est pas le premier mec sur qui il faut taper. Et pourquoi pas? Donc restons sur Ben C'est Simmons. quand même le meneur de jeu. Non, mais moi, c'est restons comme ça. sur Ben Simmons, s'il te plaît. Ben Simmons, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts. On ne va pas en parler 40 fois ici. Dites-moi, Ben Simmons, c'est plutôt sur le post-up, en plus, quand il est défendu par Callaway. Dites-moi, quelle forme de jeu, à un moment donné, on met en place pour que lui, on le ramène proche du cercle. regarde ce que t'es en train de dire. Il est tout dans la création. Je pense qu'il a beaucoup moins d'écran que Tobias Harris, par exemple, sur qui on va beaucoup plus travailler pour qu'il ait des situations à lui. Ben Simmons doit tout se créer dans cette équipe et en plus doit faire jouer les autres. Mais il l'a fait parfaitement pendant 82 matchs. Oui, mais là, on est en pleurs face à une forte défense voilà. des Raptors. C'est quand même un peu différent. Donc il tape pas mûr. Mais il tape pas mûr, on est d'accord. Mais est-ce que le coach ne doit pas l'aider aussi pour qu'il ait des situations peut-être un peu plus claires et plus franches pour aller sur ses points faibles, sur ses points forts? Tu ne parles que de circonstances atténuantes. Tu es toujours en train de dire pourquoi on ne parle pas juste de lui. Moi, regarde, je vais te dire un truc. Et on a pas mal parlé hier, mais bon, on va répéter parce que comme ça, tout le monde pourra en profiter. Moi, Ben Simmons, ce que je lui reproche, c'est pas d'être nul, c'est de ne pas avoir d'impact. Comme James Harden hier soir, ce qui me pose problème, c'est les mecs transparents. C'est un premier choix de draft, All-Star, très fort joueur, énorme potentiel, certes sophomore, donc il va encore prendre de l'expérience, mais moi ça me pose problème qu'un meneur de jeu avec des qualités athlétiques aussi incroyables que ça, avec un valeur d'espace, capable de faire plein de trucs, capable de faire briller les autres, ait aussi peu d'impact sur un match. Il est même pas, il est à zéro, il a raison, zéro déballe, tu vois, genre il est là, il va pénétrer, il fait des passes qui ne provoquent pas de décalage, il va pas sur la ligne, il tente pas, c'est-à-dire que Tobias Harris tu peux lui en vouloir, mais au moins il tente, il a 8 sur 20, il a pas d'agressivité, Ben Simmons, il a pas d'agressivité vers le cercle. Certes, mais Tobias Harris, il tente, mais parce qu'il a des formes de jeu, on lui donne des ballons dans des espaces qui sont les siens. Enfin, Tobias Harris, parfois, il tente sans forme de jeu. Il force un petit peu. Parce qu'il a un tir extérieur qui peut créer son tir. Il a un profil qui a... Justement, Tobias Harris, je le trouve qu'il est un peu trop dans le tir extérieur. Moi aussi. Sur cette série-là. Je comprends pas ce que tu comprends pas. Enfin, non, c'est dur, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je trouve dur que Joel Embiid, pour diverses raisons, passe au travers de cette série-là. Que Tobias Harris soit pas bon dans ses choix, dans sa sélection de tir et un pourcentage assez cata, et que le premier mec, c'est ça que je veux dire. Mais ça je suis pas en train de dire que Ben Simmons fait une super série. Je pense que c'est le premier nom qui vient sur la table, alors pour moi, ça ne devrait pas être... Mais il y a 2 All-Stars dans cette équipe. C'est Joel Embiid et Ben Simmons. Il y a Jimmy Butler. Niveau All-Star. Ah, niveau All-Star ou All-Star cette année? Mais niveau All-Star. D'accord. Jimmy Butler est niveau All-Star. Oui, Tobias Harris n'est pas loin, mais il est censé être moins fort vu que Ben Simmons est All-Star. Moi, en fait, on s'en fout qu'ils viennent en première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. J'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est jugeons Ben Simmons. Si tu veux, jugeons-le en 6e après JJ Redick, si tu veux. Quand tu veux régler quelque chose qui ne marche pas, par exemple, ta voiture, tu l'amènes parce qu'elle démarre plus. Tu vas pas commencer par changer les pneus. Tu vas changer le démarreur. Mais donc, c'est les pneus, truc? Il est pas plus important que ça? Des pneus, c'est important. Sans pneus, tu roules pas. Enfin gros, c'est autorisé par Noroto. Si j'achète une Ferrari et que je dois l'emmener au garage au bout de 6 mois, c'est qu'il y a un souci quand même. Aussi, hein. Peut-être que le problème, c'est la Ferrari. Écoute, moi j'ai une Ferrari, je l'amène au garage tous les ans, je sais pas ce que tu as acheté. Tu sais, nous on dit que Tobias Harris passe à côté de ta série, clairement. Peut-être qu'il t'a plu aussi dans un mur, peut-être qu'il découvre ce niveau-là. Moi, la réalité, c'est que Ben Simmons est une superstar, vraiment, qu'on est en droit d'attendre des performances qui ne soient pas neutres. Franchement, combien de personnes, combien de stars sont passées à côté? LeBron, la finale 2011, il passe à côté. Mais il passe à côté, il est nul. Moi, les mecs qui sont forts en saison régulière, forts contre les faibles, mais qui dans les grands moments et qu'on ne voit pas, qui n'ont pas d'impact dans les matchs, je préfère avoir Ben Simmons à 13 points de moyenne, à 24% de réussite, en shootant 13 ou 14 fois, mais en tentant des choses. C'est là où je suis pas d'accord. Les gars, Joel Embiid doit prendre ses tirs. Tobias Harris, Butler, JJ Redick. Évidemment, s'il prend tu parles de Joel Embiid qui prend la moitié des tirs qu'il prend en moyenne dans la saison régulière parce qu'il est cramoisi. Donc si Joel Embiid ne prend pas les tirs, il faut bien que Ben Simmons si Ben Simmons prend 16 tirs par match, je pense qu'il flingue l'équipe de cette équipe qui a été construite. Ouais, mais en voyant que Joel Embiid est cata sur les 2 derniers, qu'il est malade et qu'il prend pas son quota de tir. Et match 5, il prend 30 pions dans la gueule. Très bien. On est en droit d'attendre que le meneur fasse autre chose. J'entends vos arguments. Moi, je suis loin de dire que Ben Simmons est irréprochable sur un tir. Il passe au travers. Je pense que c'est juste un peu une cible
cible facile. Je pense qu'il se délie de sa gueule parce qu'il a un tir. Mais vous en foutez. Ouais, mais c'est une cible facile aussi. Il est ciblé parce qu'il est All-Star, parce qu'il a une réputation maintenant dans la ligue. On ne tombera pas complètement. Je crois qu'on est d'accord dans le fond. Oui, pas complètement d'accord. Dites-nous, vous dans les commentaires, c'est toujours de toute façon, Ben Simmons, c'est un sujet très clivant. Est-ce que la meilleure phase, en tout cas de cette série, c'est pas le truc photo de Ben Simmons et de Joel Embiid? Je suis mes lunettes et je vois Nerlens Noel et Michael Carter-Williams. Ça se passe, j'ai explosé rire, c'est tellement ça. Internet va trop vite, Ah ouais, ils sont très bons. Un petit mot rapidement sur les Raptors. On a l'impression qu'ils ont pris le contrôle de cette série et que de toute façon, il n'y a aucune réponse sur Kawhi Leonard. Et en plus, quand Laurie, Pascal Siakam, qui était pas très bien sur le match, Je crois qu'il a même une petite blessure à la jambe. On pense que maintenant, dites-nous la suite, la série retourne à Philadelphie. Mais après une énorme rouste comme ça, est-ce que Philadelphie... Moi, je vois un Game 7, gros. Ouais. Je vois quand même un Game 7. Beaucoup de matchs 7, toi, dis-moi. Moi, je vois beaucoup de matchs 7. Non, mais te faire kiffer, laisse-le. Je vois un match 7 sur... J'ai vu quoi? Match 7 sur Warriors et je vois un match 7... Moi, je vois... Tout sera dimanche soir, en plus, je crois. Moi, je vois Toronto aller finir la série. Il n'y a pas de... Gasol est de mieux en mieux. Embiid, il y a trop d'interrogations autour d'Embiid. Mais là, je vois un énorme Joël. Je vois un énorme Embiid. Pourquoi tu rigoles? Je fais ça. Je vois un énorme Embiid. Oui, non, mais on s'en fout. Énorme Embiid. Mais non. Je sais pas, non, mais j'essaye de trouver pourquoi il rigole. Non, je pense que les Sixers, avec le feu que ça va être dans la salle, je les vois attraper un match, mais dans un match serré, je les vois attraper un match 7. Moi, j'ai quand même le match 4 en mémoire où ils ont le match en main et qu'ils se liquéfient sur la fin. Donc je vois les Raptors finir en 6. Dites-nous dans les commentaires, comme d'habitude, si vous voyez une série en 6 ou en 7. On va attaquer la série qui est déjà terminée, à notre grande surprise, c'est celle entre les Bucks et les Celtics. On va surtout parler des Bucks parce que notre débat est consacré à Boston. Les gars, les Milwaukee Bucks, un match. Comment tu dis Les Milwaukee Bucks. Un match, putain, faut pas me relèver. C'est Migos Bucks. Les Milky Way. Un match pour prendre la température de leur Hawaïens. adversaire et puis derrière, rouleau compresseur, 4 victoires, on peut dire un sweep sur les Celtics. Ces Bucks-là ont l'étoffe d'une équipe de finalistes. Absolument. Et c'est marrant parce que tu sais, quand on se rappelle de tout ce qu'on a dit pendant la saison, alors on parlera de Boston plus tard, mais aussi des Bucks, inexpérience et ainsi de suite. En fait, l'équipe est vraiment très, très, très forte. Il se passe un truc autour de Budenholzer et de Giannis. Hier, ils leur mettent une rouste alors que Boston devait, à l'orgueil, revenir. Il n'y a jamais eu de match. Il se passe un truc collectivement, vraiment. Giannis est l'homme providentiel, mais quand Middleton est bon, quand Mirotic est bon, quand les Bledsoe, Brogdon revient, Georgie il est magnifique, bah forcément l'écart en fait se creuse énormément entre ces deux équipes. Oui, ils ont toutes une équipe qui vise une finale NBA. Ouais. Mais vous avez l'air surpris, les mecs. Pour moi, je crois pas à ce phénomène de on joue 82 matchs, on fait une saison régulière moyenne, et puis on arrive en play-off. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Cette équipe des Bucks, elle a quand même archi dominé la saison régulière. Ouais. Pour moi, c'est tout à fait, c'est logique. Pas 4-1 quand même, si. Pour moi, je suis pas surpris de ce 4-1. Sur chaque match, c'est vrai. Boston est quoi, 4e ou 5e la saison régulière? 4e avec quand on sait tout ce qui s'est passé cette saison. Calme-toi, c'est le débat d'après. D'accord. Pour moi, je suis pas surpris. Une équipe qui termine première de la saison régulière, première NBA, elle doit mettre une fessée à l'équipe 4e. Oui, mais l'expérience aurait pu jouer. Est-ce que toutes les équipes qui finissent première à l'Est sont allées en play-off? Alors, il y avait LeBron à l'époque à l'Est, donc ça faussait peut-être un peu. Sont allés en play-off, oui. Sont allés en finale. Oui, parce que l'équipe qui termine première, en général, elle est toujours en play-off. Moi, tu sais, ce que je dis, c'est pas l'histoire de saison régulière, c'est que j'ai pas de souvenir d'une équipe qui passe pas un premier tour à finale NBA direct. Et j'ai l'impression que cette équipe, en tout cas là, et l'expérience. Mais elle est forte, et certainement de Mike Budenholzer. Après, on va voir face aux Raptors. Mais quand je vois même les Raptors, même si Kawhi est inarrêtable, ils ont quand même eu des trous d'air face aux Sixers dans leur confrontation. J'ai l'impression que c'est l'équipe à l'Est, en tout cas, qui a le plus de certitude. Parce que si on se projette un petit peu sur une Raptors Bucks, c'est que Kawhi, il va devoir laisser de la gomme de l'autre côté du terrain pour défendre sur le mutant. Je suis pas sûr que celui qui l'envoie. Je suis pas sûr que celui qui défend dessus. On verra. Pascal Siakam. Plutôt, ouais. Ou Ibaka. On verra. Mais... il va falloir tenter des choses. Il va falloir tenter des choses. Bon, sans se projeter, en tout cas, c'est vrai que hier soir. Fred VanVleet. C'est vrai qu'hier. Fred VanVleet très frustré. Il a eu des déclarations. Je prends sur moi, c'est frustrant. Je suis pas sur le terrain, c'est difficile. J'essaye d'apporter ce que je veux, mais c'est pas le meilleur moment pour sortir ce genre de choses. En tout cas, c'est vrai. Alors, je sais pas pour vos braquettes de début de truc, mais en tout cas, moi, je me porte bien. Bon, à part le Portland Denver. J'avais mis OKC. Portland Denver. Moi, j'avais mis OKC Spurs. Ils m'ont mis dans le dur. Toi, t'avais mis OKC Spurs. Ouais, bien vu, quoi. Moi, je suis très bien. Je suis très bien. Moi, je suis très bien à l'Est. Sachant qu'on a mis Toronto tous les deux en finale. Toronto et j'avais mis Toronto en finale, donc je suis plutôt pas mal. Et toi, t'avais mis quoi à l'Est? Moi, j'ai mis Milwaukee Warriors en finale.
Milwaukee, Warriors, et donc les contre Warriors, Toronto Toronto. en finale de conf. Oui, tout à fait. Ah bah voilà. Bah, on est plutôt pas mal. Écoutez, dans la conférence Est, On est plutôt pas mal. On a beaucoup parlé des Bucks, on en reparlera parce qu'ils sont en finale de conférence. dès lundi, je pense, on Mais fera par des contre, previews. ceux qui ne seront pas en finale de conférence, c'est les Celtics. L'année dernière, ils y étaient. Cette année, ils s'arrêtent en demi-finale. Qu'est-ce qui va se passer chez les Celtics? Il y a beaucoup de choses à imaginer. C'est notre débat. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watch him play basketball. He can do. Vous ne m'en voudrez pas si je dis que la saison des Boston Celtics est ratée. Les gars, est-ce qu'on peut d'abord, avant de lancer dans ce débat, d'aller un petit peu dans le fond du débat, on peut déjà commencer par dire que la saison des Boston Celtics est ratée. Énorme échec du début à la fin, dès le premier match. Les premières sensations collectives, elles ont été cata. On en parlera, mais Brad Stevens, c'est évidemment un des éléments centraux de tout ça. Le retour de Kyrie, le retour de... Ouais, il l'a dit, Gordon Brad Hayward. Stevens, Il a d'ailleurs. dit, ouais, on a une petite décap plus tard. On y arrive. Mais oui, c'est un énorme échec. Il faisait partie des favoris, il y a un an, pour justement succéder à LeBron James en finale NBA. Déjà, Steph, échec parce que l'année dernière, c'est finale de conférence, sans Kyrie, sans Gordon Hayward. Cette année, avec Gordon Hayward et Kyrie Irving, un effectif qui n'a pas changé. Eh ben c'est demi-finale de conf et ça se fait beauté. Hein. Et puis c'est échec déjà bien avant ça, échec en saison régulière. Enfin, quand vous gagnez 49 matchs avec cette équipe-là, pour moi c'est un énorme échec de terminer 4e de cette conférence Est. Et puis la chimie a jamais pris, afflux de déclarations. afflux de déclarations, guerre, excuses de Kyrie Irving, et puis afflux de bonnes choses. Au final, c'est néfaste, afflux de bons joueurs. Et ben ça permet pas de créer une équipe. La greffe Gordon Hayward qui a jamais vraiment pris, qui a débuté starter, qui a été remis, ça a pas fonctionné, on l'a remis sur le banc. Les jeunes qui ont été si brillants l'année dernière, et ben ont vu peut-être leur rôle diminuer avec le retour de Gordon Hayward et avec bien sûr le retour de Kyrie Irving qui était absent. Donc tout ça, ça a foutu un bordel sans nom. On avait du mal à voir que ce bordel allait être aussi important. Moi, je t'en ai souvent parlé. Et puis le bordel, la conclusion elle est là. Je t'en ai souvent parlé pendant la saison régulière. Absolument. Ça sent un peu la merde. Non, mais même l'année dernière, déjà, t'en avais un peu parlé. Et tu disais, ouais, mais les playoffs. Et t'as pas tort, mais là, pour le coup, les playoffs ont confirmé un petit peu les doutes et les inquiétudes qu'on avait sur cette équipe des Celtics. Là, je vais dans ton sens, absolument. En playoff, quand vous n'êtes pas comme ça, vous n'y arrivez pas. C'est ça. Alors, vous n'y arrivez pas. On va en parler dans quelques minutes, mais c'est vrai, mais clairement, moi, je te rends hommage quelque part. Pendant toute la saison, t'as dit, je les sens pas, c'est pas bien ce qui se passe, ils vont se faire péter en playoff. Et moi, j'étais persuadé, d'ailleurs, les débuts de playoff, on va dire, me donner raison, je mets les grands guillemets, hein. C'est-à-dire que contre Indiana, il se passe un truc. Ils jouent une équipe handicapée. Ouais, mais ils gagnent un premier match contre Milwaukee où j'ai l'impression qu'il y a des certitudes. Pas une équipe d'handicapés, Indiana, c'est une équipe handicapée. Oui, une équipe handicapée. Pardon. Ah ouais. Je suis con. Oui. Autant pour moi. Mais du coup, les 5 premières victoires auraient pu me donner raison. Le problème, c'est que quand tu as des mots aussi importants dans ce roster, eh ben oui, forcément, ça se voit et dans les résultats. Il est relou. Pardon. Les gars, forcément, un mec cristallise cet échec, c'est Kyrie Irving, lui qui a une player option maintenant, cet été. Oui. Donc il va en sortir. Il va en sortir, donc il sera sur le marché de la free agency. Cette année, lui qui voulait être le leader, qui est parti de Cleveland pour être l'homme d'une franchise, pour être celui qui emmène son équipe vers les sommets, ben, que ça soit dans le comportement, que ça soit même dans le sportif, on est loin finalement de quelqu'un qui peut être ce leader-là. Oui, c'est un super joueur. Oui, il fait lever le TD Garden sur des crosses, mais je crois que le TD Garden, qui est un public de connaisseurs, attend autre chose d'un numéro 1 de son équipe. Pour moi, Kyrie, le costume de go-to-guy d'une franchise, pour moi, est trop grand pour lui. On peut déjà dire ça ? C'est vrai ? Je pense que c'est trop grand pour lui. Quand il était avec les Browns, c'est un joueur formidable accompagné d'une autre superstar. Et moi, j'ai une question à vous poser, les amis. Est-ce qu'on a déjà vu un meneur de jeu être le go-to-guy d'une équipe et faire gagner une équipe ? Stephen Curry. Oui, mais accompagné. Oui, mais quand tu gagnes la première année... Oui, Steph Curry, ok. Magic Johnson à l'époque, il y a Karim Abdul-Jabbar. Oui, mais bon, et depuis, moi, je ne connais pas un meneur de jeu être capable à lui tout seul d'amener une équipe. Et ça, c'est une réalité dont moi c'est rare, ce que tu veux dire. C'est très rare. Alors, il y a peut-être Oscar Robertson, on peut en trouver, je pense, des meneurs dans l'histoire. Bah oui, mais bon, normalement, les mecs sont jamais tout seuls. Hein. J'ai jamais vu un gars qui prenait. Bref. Mais c'est vrai que on va dire, dans le basket moderne, sur les 20 dernières années, on peut mettre Isaiah Thomas quand même dans le lot des très forts meneurs qui ont porté une équipe. Mais encore une fois. Isaiah Thomas, des 3 Pistons, ça. Oui. Ah oui, de toute façon, tu l'as pas gagné. C'est bien de le dire. J'espère que les gens avaient compris. Hein. On peut aussi citer Chauncey Billups. Dans son équipe, il est le seul All-Star de. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut citer aussi Chauncey Billups, ce type de joueurs-là, mais ce sont toujours de gros collectifs autour de très bons meneurs de jeu. Ça, je te rejoins complètement. On n'a jamais vu de superstar meneur de jeu porter une équipe jusqu'au titre. Quelle est la star l'année dernière en playoff des Celtics ?
Jason C'est le Tatum. collectif, oui, mais c'est le collectif. Ah oui, pardon. On est enthousiasmé, on est emballé par ce collectif et on se dit putain, mais tu rajoutes Kyrie Irving là-dedans, Gordon qui revient avec ce collectif déjà en ils sont place. monstrueux. Et en fait, les deux, Gordon Hayward qui est un cas à part, mais Kyrie Irving revient et en fait ce collectif-là, on l'a jamais retrouvé et c'est inquiétant. Par rapport à ses qualités de leadership, ça, par rapport à son envie de gagner, de savoir, et tu sais que j'adore ça, savoir comment gagner, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. J'ai l'impression que Kyrie Irving, tout aussi fort qu'il est, handle, manani, nanana, eh ben finalement, il n'a pas su trouver les mots et faire ce qu'il fallait sur le terrain pour gagner. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec Steph pour dire qu'il ne l'est pas. Mine de rien, Ça, c'est il a- 92. il apprend la dure. Il a 27 ans, un truc comme ça, donc il est encore, mine de rien, assez jeune dans une carrière NBA. Là où je suis très déçu, et comme tout le monde, c'est qu'on était persuadé qu'avec ce qu'il avait accompli avec LeBron, aux côtés de LeBron, il avait compris ce qu'il fallait faire, ou pas faire d'ailleurs, pour porter une équipe vers les sommets. Et c'est vrai que dans une franchise mythique, avec un très bon coach, avec un effectif incroyable, avec une espèce de communauté ici qui l'a accueilli à bras ouverts, et après une belle séquence avec Isaiah Thomas, il était dans les meilleures dispositions pour donner le meilleur de lui-même en tant que leader, et il a pas assumé, clairement, on peut le dire, il a pas assumé ce niveau-là. Il a été très mauvais dans la com. Je me rappelle d'une fin de saison où il dit moi je me vois un Celtics, oui je serai là l'année prochaine. Après au milieu de saison on dit ah non finalement je serai pas là. J'ai l'impression que les fans d'ailleurs lui en veulent. Ouais, ils lui en veulent. Mais moi, je suis persuadé, il n'a pas le même volume de jeu, la même classe qu'un Kevin Durant ou qu'un LeBron James pour porter une équipe. Pour moi, il est très bon. On ne va pas remettre ça en question individuellement. Non, mais là, on parle de la crème de la crème. Mais dans une équipe, d'être capable de fédérer autour de lui, de porter des projets, de motiver des mecs, du leadership, au niveau du discours aussi, parce qu'être leader, c'est pas forcément dans le jeu, c'est aussi dans la communication et dans les paroles. Pour moi, il n'est pas de la classe des mecs avec qui il a joué. Bah, c'est un constat froid. On ne pouvait pas le savoir il y a 2 ans. On était persuadé qu'il était sur les bons rails pour devenir ce type de joueur-là. On a tous en mémoire ce tir Bah ouais. incroyable qui offre le titre. Ah, il y a le compte de sûr, LeBron, il y a bien ce shoot incroyable qui offre le titre au Cavs, mais finalement ça reste qu'un tir, Absolument. énorme tir. Bien sûr. Mais derrière, emmener une équipe en finale NBA, voire un titre, c'est bien plus que ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il en avait marre de voir LeBron un petit peu touche à tout. Alors on peut critiquer LeBron par rapport à ça, mais LeBron assumé. Tu vois, quelque part. Ça, oui, ça, il assume. Et même toujours en début d'année, assumé. souvenez-vous, quand Kyrie dit ouais, finalement, je tiens à m'excuser pour LeBron parce qu'en fait, je me rends compte de certaines choses, on a vraiment eu l'impression qu'au cours de la saison, il s'est rendu compte que Là, il était dans la peau de LeBron James, d'être le mec qui prenait tout sur la gueule. Et il a compris que ah ouais, en fait, c'est un autre métier que d'être le lieutenant que j'étais, par exemple, avec LeBron. Vous avez tout à fait raison. Je voulais vous dire un truc que j'ai totalement oublié. pas grave. C'est pour ça que je dis sur cette phrase bateau, vous avez raison. Mais après, sur cette équipe des Celtics, il y a aussi, je trouve, des jeunes joueurs à qui on a donné beaucoup de responsabilités l'année dernière parce que Kyrie a été blessé. Je pense à un Terry Rozier, qui aujourd'hui sont un peu plus dans la frustration dans leur rôle, mais qui à un moment donné doivent. Soit tu pars, parce que tu sais que les minutes que tu as eues, tu vas plus les avoir parce que Kyrie revient. Et ça aussi, je pense que ça n'a pas aidé à la construction de cette équipe, à la cohésion de cette Dernier équipe. truc sur Kyrie Irving, ça m'est revenu. Ça y est. Il y a un truc, ouais, ça m'est revenu, j'attendais un peu, t'as très bien parlé, du coup ça m'est revenu. Il y a 2 manières d'être leader, mine de rien. Il y a leader dans le vestiaire ou par l'exemple sur le terrain. Je pense à Draymond Green par exemple qui l'est. Mais tu as aussi ces leaders qui ne parlent pas, Kawhi. Tim Duncan, Kawhi, qui sur le terrain sont toujours irréprochables et dominent. Le grand problème de Kyrie Irving, c'est qu'apparemment, il n'est pas vraiment leader dans le vestiaire et que sur le terrain, les attitudes qu'on a vues, notamment hier soir, mais ça, c'est des attitudes. Alors, défensivement, cata, mais les attitudes, bras ballants, je préfère dribbler. Plus jamais je vais faire Enfin, ça va pas m'arriver souvent de faire des matchs à 6 sur 20, 22, j'aurais dû tirer 33, il dit même. Mec, ça, c'est pas des trucs de leader. C'est pas comme ça que t'amènes d'autres mecs, en plus, qui ont des grands wawa, Marcus Smart notamment, vers les sommets. Et ça, moi, je suis hyper déçu parce que je pensais qu'il avait compris ça, au moins en cours de saison. Bah, apparemment non. Apparemment donc, non, ouais. Là, on parlait forcément de Kyrie Irving, qui est le premier. Tout à l'heure, on parlait de Ben Simmons, sur le coup, des fois, on tire sur lui en premier. Là, clairement, on tire sur Kyrie Irving en premier. On peut aussi forcément penser à Brad Stevens, qui, lui, a fait un vrai mea culpa sur sa saison. Il a fait une déclaration pour dire que c'était en partie de sa faute, ce qui s'était passé. Enfin, Il a dit qu'il était en première ligne, c'est ma faute. C'était complètement sa faute, ce qui s'était passé cette saison. Lui, ce coach-là, qui avait vraiment une énorme cote, voilà, on a la déclaration. Je suis le premier à le reconnaître. De toutes les saisons que j'ai faites comme coach, ça a été certainement la plus difficile. Bien sûr. Je n'ai pas fait du bon travail. Quand une équipe ne trouve pas son équilibre, c'est de la faute du coach. Ça s'entend. Je pense qu'il y a eu des trucs toute la saison dans le vestiaire compliqués. Quand il dit la plus difficile, en général, quand un coach dit cette saison a été difficile, il parle pas de. Quand tu parles de sportif, il dit ça a été un échec sportif. Ouais, c'est vrai. Quand il dit la plus difficile, c'est qu'il y a eu énormément de choses à gérer en dehors du terrain. Et il n'est pas là pour ça, probablement.
On Il sait n'est pas là on pour se ça. souvient que c'est un coach qui arrive donc de Butler, qui arrive chez les Celtics et qui très vite a une super cote. 2-3 fois, il est quand même dans la course pour être coach de l'année, il me semble. Il a jamais été. Il a jamais été. Hein. Mais en tout cas, l'année dernière ou il y a 2 ans, il est pas loin. Au-delà de ça, c'est un coach qui avait vraiment la cote. Et avec cette saison, ce qui se passe, cet échec cuisant en playoff, j'ai l'impression qu'il va. Je voyais des mecs. Pas de culture de l'instant non plus. Non. Pas de culture de l'instant. Non, mais c'est comme ça aussi que ça se joue finalement. Tu vois, je trouve que. Je suis pas sûr. Je suis Moi pas non sûr plus. que ce soit redescendu. Est-ce que c'est pas un mec qu'on a monté trop vite? Non. Non, parce que tactiquement, il propose des choses qui est reconnu dans toute la NBA et reconnu par ses pairs aussi. Donc là, c'est ça reste Oui, un mais échec alors, sportif. Fort, je crois pas quand il n'y a pas de star comme l'année dernière, Kyrie Irving est blessé. Là, c'est une bonne question. Et du coup, est-ce que du coup, ces idées, c'est vrai que là, pour le coup, quand on voit les playoffs de la saison dernière des Celtics, on se dit c'est une patte de coach. Par contre, quand tu rajoutes une méga star, est-ce qu'il arrive toujours à maîtriser ça? Et c'est peut-être intéressant pour la suite de la carrière de Brad Stevens. C'est pas le même métier. C'est pas le même métier de prendre des joueurs. C'est pas le même métier. T'es sûr de ça? Ah, je pense que c'est pas le même Quand métier t'es de coach des prendre. Celtics, est-ce que ça ne doit pas faire partie de ton métier? Mais attends, c'est pas le même métier de soit gérer d'accord. des équipes, de bonnes équipes, et monter un gros collectif, et d'avoir des superstars avec des égos, donc avec des envies Attends, différentes. rassure-moi, et tout ça. Kyrie, il a pas loupé toute la saison l'année dernière quand même. Non. Non. Ça s'est pas... Mais l'année dernière, ça s'est mieux passé. Hein. Oui, Non, mais c'est très bien passé avec Brad Stevens. Il a coaché quand Mais même. c'est pas ça. Kyrie Irving. Tu sais ce que c'est une première saison. Tu étais un peu gentil, tu connais pas les gens. C'est comme Tellement. c'est comme quand t'arrives pour la première fois chez les beaux-parents, tu fais bonjour madame, bonjour monsieur. Et la fin, le La deuxième année, t'as même pas qu'on demande si t'en revends encore et tu te resserres direct. tellement. Non, mais ça, c'est vrai de ouf. Non, mais c'est vrai. C'est clair. Mais moi, Steven, en tout cas, je pense pas que sa cote soit descendue. Ça reste un super coach, un super coach. S'il vient aux Lakers demain, je serais très content. Par exemple, aux Knicks, il serait, tu vois, ce serait cool. Aux Mavs. Peut-être pas d'ailleurs. oui, Peut-être c'est pas. bon, Peut-être c'est pas. correct, Je t'embête. Peut-être pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tu peux avoir des doutes sur la suite. Parce que la suite, c'est ça qui est important. Exactement. Si Kyrie re-signe, eh ben, peut on faire y un arrive, choix entre Tom. les deux. Oui, Tom, bien on y sûr. arrive. Ouais, bah, c'est une transition, regarde. Non, mais c'est une parfaite transition. Tu es très bon dans ce métier. Merci. Tu vois, on arrive, ils ont un Et effectif. lui, il est souvent en trailer sur la transition. Il arrive toujours Surtout en ce derrière. moment. On arrive donc à cet effectif, il y a du matos, il y a du talent. Maintenant, Kyrie Irving va sacraliser un petit peu tout ce qui va se passer cet été et surtout la suite un petit peu de ces Celtics. Est-ce que les Celtics ont tout intérêt, si Kyrie Irving sort de sa player option, de se dire on met le max dessus? Est-ce que finalement on n'essaie pas de en se disant ça marche pas, on peut être attractif pour d'autres free agents, parce qu'on sait qu'il y a du monde quand même sur le marché. Pour signer personne. On sait qu'il y a un mec comme Pour signer Terry personne, Rozier. Erwan. Hein? Pour signer personne. Bah non. Explique-moi pourquoi alors. Bah parce qu'ils ont des méga contrats tous. S'ils gardent Kyrie, ils pourront signer personne. Bah non, mais même s'ils gardent pas Kyrie. Si Kyrie se bat, ils peuvent signer personne. Attendez, regardez, vous voyez hein? Non, vous voyez pas là? Si. Vous pensez qu'il va y a qui Ils qui sont va à moins venir 14 déjà. Moins 14 millions déjà. D'accord. En fait, l'idée, Gordon c'est que Hayward, Horford, Orford, lui aussi, a une player option. Je pense qu'il va la prendre, 30 Oui. millions, ou alors il va se mettre d'accord avec. Il peut sortir, se mettre d'accord avec Boston, Pour par exemple. re-signer pour moins signer cher. 60 millions sur 3 ans, donc 20 millions la saison. Il gagne plus. Enfin bref, tu peux te mettre d'accord. Mais l'idée, c'est que ils ont déjà des gros contrats dans leur effectif. Tu peux peut-être faire des petits ajustements, mais tu vas pas pouvoir aller signer une superstar. Très bien, Oui. parfait. Du coup, est-ce qu'il y a un mec comme Terry Rozier derrière qui pousse? On est de là à dire que Terry Rozier égale Kyrie Irving, loin de là. Mais comme on voit que Kyrie Irving, finalement, a du mal à être le leader attendu de chez Celtics, est-ce que quand on voit des stars en puissance comme Tatum, quand on voit Jalen Brown, lui, irréprochable sur ses Absolument. blocs, Marcus Morris, pareil. des deux côtés du terrain, Marcus Morris, parfait. même à Horford qui était très bon. Alors Ford est très bon, oui, mais alors Ford, on le tablisse. Non, mais sur la saison régulière, on se dit, il est un peu moyen, tout ça, mais après. Bravo, grand Tellement monsieur. précieux. Marcus Grand Smart, qui monsieur. a été re-signé la Prix saison Nobel du grand l'été monsieur. dernier, qui a raté tous les playoffs, mais on sait que cette année, il aura fait énormément de bien dans l'énergie, dans le spirit un petit peu que sont les Celtics. Est-ce qu'on n'essaie pas de reconstruire avec toute cette petite jeune génération en attendant d'avoir du space? Moi, je pense que ça serait une bonne idée. Je pense que ce serait une bonne idée de faire une saison complète en misant sur, tu l'as dit, Rozier, Smart, Brown et Jason Tatum en star En de première l'équipe. option. En première option. Après, quid de Gordon Hayward? Qu'est-ce que t'en fais, Gordon Hayward? Attends, Oui, avant d'aller sur Gordon Hayward, Trader, restons sur mais un tu peu vas de jeu, les gars. récupérer qui? Tu vas récupérer un. Il y a Ça dépend, 29 déjà. autres équipes, tu peux réfléchir. Hein. Non mais avant d'aller sur Gordon Hayward, c'est très intéressant, mais restons sur Kyrie Irving quand même. Kyrie, si vous êtes Danny Ainge et que vous avez les clés de la franchise, vous êtes là, vous mettez face à lui, vous dites bon, c'était très bien, mais on va rien te C'est proposer. très bien. Bonne Kyrie Irving, continuation. Bonne Donc continuation. vous à faites toi. le choix d'aller ailleurs. Oui. Oui. Tu sais pourquoi? Attends, c'est pas si... Bah, je vous pose la question. C'est pas comme si il part et
c'est le désert de Gobi dans ton équipe. Voilà. Là, il part, t'as quand même une base de joueurs qui a montré l'année dernière en playoff que c'était des mecs solides, forts, capables de dominer la ligue. C'est pas comme si tu partais d'une feuille blanche si Kyrie part. Donc moi, je lui serre la main, Kyrie. Merci beaucoup pour ces 2 années. À bientôt. Bonne Allez, bon continuation. courage chez les Knicks. Moi, quand j'ai vu ses déclats, quand j'ai vu son attitude défensivement, c'est catastrophique. C'est pas genre je défends pas bien, c'est genre je m'en branle. Et ça, Ouais, c'est vrai, et vraiment dans les attitudes. Moi, je préfère un mec qui soit pas bon en défense, mais qui donne le max qu'un mec qui branle rien. Gros. Et je crois que les Celtics. Même si c'est quand même, pénalisant les deux, Et c'est hein. pas, et honnêtement, Kyrie Irving, c'est un peu une diva. Et je crois que c'est pas dans l'ADN des Celtics. C'est pas l'ADN des Celtics. Et je crois que en plus de ça, ils ont derrière, comme le disait Steph, pas mal de petits jeunes. Les Celtics, ça reste une franchise qui peut attirer du monde. Et voir avec peut-être le contrat d'Edwards qui peut faire. Mais en tout cas, moi, je crois que ça fait 2 ans. Alors, il a raté la première année les playoffs, certes, mais ça reste un échec cuisant cette année. Ils ne perdent pas en finale de conf. Tu vois, cette année, ils étaient construits pour aller en finale NBA et mettre une deuxième pierre sur ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Au contraire, non seulement ils ne l'ont pas mise, mais ils ont défoncé celle de l'année dernière. Je crois vraiment qu'il y a des mecs trop frustrés. Les Tatum, il faut leur filer les goûts. Jalen Brown, qui a été le mec qui a le plus morfé cette année du retour d'Hayward et de Kyrie Irving. Il faut lui dire, tu as été exemplaire. En playoff, c'est toi qui as montré l'exemple. Vas-y, t'es un Celtic, on va te montrer, on va bosser avec toi. Terry Rozier, qui a montré aussi un amour pour le maillot, qui a montré que c'était un bon joueur. Il a beaucoup gueulé aussi. Il hein. manque un peu de cervelle, Ah ouais. Thierry Rozier, parce que sur les playoffs, il rentre, l'équipe n'a pas besoin de ça, gros. Il joue tous les balles en première. Il joue avec le Sum. Il joue avec le Sum. Parce que moi, je pense qu'il faut, en tout cas, peut-être pas un contrat long, mais lui filer 2 ans, 2 plus 1 à des Terry Rozier. 2 plus 1, gros, il va prendre. Le mec, le but, c'est de gagner quand même beaucoup d'argent. Il faut se mettre d'accord avec lui. Après, je pense que je vous rejoins quand même pas mal. Mais donc, ça voudrait dire que cet échec de Boston, il n'est pas collectif. C'est de la faute de Kyrie Irving. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Mais donc là, moi, c'est ce que Il j'entends. cristallise beaucoup de choses. Après, quand Kyrie Irving déclare je m'excuse de ce qui s'est passé dans le vestiaire et tout ça, j'ai pris la parole dans l'avion sur un déplacement, je me suis excusé, tout va mieux. Si le mec prend la parole devant tout le monde pour s'excuser, c'est que le fautif, il a fait une connerie, gros. Ah ouais. Après, c'est toujours dur de ramener tout à un mec, mais quand t'es la C'est ce qu'on est en train méga de faire. mais quand t'es la méga star et que tu veux être la méga star, forcément, on te tombe dessus. Ah oui. Et je te dis, moi, ces pourcentages. On va pas tomber sur Aaron Baines. Alors, certes, Brad Stevens s'est fait out-coacher complètement par Mike Budenholzer, c'est important de le dire aussi. Mais quelque part, moi, quand je vois la différence d'année en année, c'est une équipe finalement qui a régressé avec un Kyrie Irving qui joue les playoffs par rapport à son dernier. Et ça, Avec trop de joueurs. il y a certainement trop Avec de joueurs. Pour moi, il y a trop de bons joueurs. C'est une équipe Trop qui de est plus bons équilibrée. Donc, il Ça, c'est vrai. faut trouver un équilibre. Est-ce que cet équilibre, il est avec Kyrie Irving ou sans Kyrie Irving? Moi, je pense que c'est sans lui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je crois que. Je pense qu'il y a un vrai chantier sur ce poste-là et sur le poste d'intérieur aussi. Ouais. C'est-à-dire pour. Mais le tonton, il leur manque. On récupère un mec, quand on sait qu'ils ont fait une offre à Vincent Poirier à la fin de l'Euroleague pour faire les playoffs avec eux, c'est qu'ils ont bien conscience, comme vous deux depuis 2 ans, qu'il leur faut un grand de 2,15 m capable de traverser le terrain et sécuriser le rebond. Pas Daniel Tice. Pas Aaron Baines. Non, mais Delta, qui est plutôt bon. mais Mais il leur manque vraiment ce profil-là de mec tête au cercle, de tonton, on ne dira jamais assez. Ouais. Et ça fait 2 ans qu'il pioche là-dessus. Parce qu'à leur force, c'est très bien ce qu'il fait, mais il y laisse de la gomme aussi, quoi. Et il est vieillissant. Il peut apporter d'autres choses. Il est très important. Il doit dans assumer avec Miss République Dominicaine aussi de temps en temps. Il laisse un peu de la gomme ailleurs aussi. Dites-nous dans les commentaires, comment vous voyez On l'avenir. va pas lui en vouloir d'ailleurs. Moi aussi, je laisserai de la gomme. Oh non. Gros libre. hein. Dites-nous dans les commentaires Abonnez-vous. comment vous voyez la suite des Celtics avec, sans Kyrie, et puis peut-être vous avez d'autres choix en tête pour cette franchise des Celtics. Avant de passer au quiz, on va passer tout de suite aux news, les gars, parce que Tyrone Lue s'est retiré des négociations, donc il ne sera pas le coach des Lakers. Incroyable, c'est les news. La news. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Tout va vite, très vite en NBA. Mardi, dans l'émission radio, tous les trois, on annonçait que Tyrone Lue devrait être le coach des Lakers. On avait même pensé à quelques assistants pour lui comme Frank Vogel. Et en 2 jours, pas de Tyrone Lue. Et Frank Vogel passe de premier assistant à, pourquoi pas, coach principal. C'est le bordel, Tom, chez les Lakers. Ouais, c'est le bordel chez les Lakers, puisque donc Monty Williams, qui était favori pour le poste, a signé aux Suns. Tyrone Lue était favori pour le poste, a décidé de décliner donc une offre de 3 ans et 18 millions de dollars offert par les Lakers. Lui, il voulait 5 ans. Ce qu'il se dit, c'est que le contrat de 3 ans, 18 millions de dollars, c'était pour un jeune coach sans expérience. Ouais, un assistant en fait qui n'avait pas prouvé encore. Ah ouais, voilà, pas forcément. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quand même 3 ans, 18 millions de dollars. 3 ans, normalement, ça te laisse le temps d'installer 2-3 trucs. Donc il a dit non. Donc voilà, on peut être curieux de. Voilà, des certitudes de Tyrone Lue. Il y a une autre rumeur qui circule, c'est que Tyrone Lue n'aurait pas accepté que Jason Kidd soit éventuellement son assistant, parce que mettre Jason Kidd assistant, Un relou, hein. t'es pas à l'abri que si ça tourne mal. Je suis pas sûr que Jason Kidd soit un savonneur de planche, mais si tu...
Ah gros, moi j'aurais pas confiance, je pense que c'est pour ça. Non, mais c'est compliqué quand t'es coach principal d'avoir comme assistant un mec qui a fait plutôt du bon travail au Bucks et qui a déjà été coach. Et tu sais que si jamais ça va mal, le mec derrière, c'est lui qui va Non, prendre ta c'est place. compliqué si Jason Kidd vient et que ce n'est pas ton choix. Pour moi, c'est ça Oui, le problème. aussi, le problème, c'est pas aussi. Jason Kidd en soi. C'est que si toi, on t'impose un assistant, bah, mettez le premier coach. Alors, ça n'a Demande à aucun David sens. Blatt qu'ils ont imposé Tyrone Lue en assistant, premier assistant. Hein. Il avait oui, peut-être. Mais c'est pas exactement pareil. Du coup, quand même, Tyrone Lue à l'époque. donc on revoit quand même le bilan de Tyrone Lue. Donc 3 ans chez les Cavs, 211 matchs, 128 victoires, 83 défaites, 3 playoffs et puis un titre incroyable, on s'en souvient. 3 championnats de 3 conférences. 3 victoires de la championnats de conférence. D'accord. Maintenant, c'est Kurt Rambis qui est chargé de trouver un nouveau coach et il y a une petite liste de 3. Putain, mais 4 Rambis, Ouais. qu'est-ce qu'il fout là Il y a une petite liste de 3 qui est sortie, elle fait pas kiffer. Hein. Lionel Hollins, Frank Vogel, Mike Woodson. Come on, guys. Ça fait mal au cœur. Tu sais que, Ouais, moi, le coach pire, Brown, pour moi, le coach pire, Brown envoie ton truc. Hein. Ah ouais, moi, le pire, c'est Mike Woodson. Hein. Mike Woodson, c'est catastrophique. Bah, coach défensif, quoi. Pourquoi pas, assistant, mais là. Coach Qu'est-ce qu'il défensif, ferait Non, mais. coach défensif Non, mais- périmé. Quand je dis coach défensif, c'est coach spécialiste de la défense dans le coaching staff. Lionel C'est Hollins, pas- mec, on parle des Lakers avec LeBron James, gros. Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que ça Steph, il est dépité. Mais non, mais il peut Tu sais, quand il a le visage fermé comme ça, là. Lionel. Mais au pire, mettez-moi des assistants qui ont. Qu'on connaît pas, là. Udoka, Udoka, et Ettore Messina. Messina. Mettez-moi des mecs que tu lances au moins. Beckham, Alors même oui. si des jeunes coachs sans expérience arrivaient aux Lakers avec LeBron James comme joueur principal, je peux concevoir que ça peut être compliqué, malgré tout. Même si Eric Spoelstra, il n'avait pas beaucoup d'expérience quand il s'est tapé LeBron James il y avait pas- du il y avait côté pas de lui. Riley Il n'y avait derrière pas de Riley derrière. Je peux concevoir que ce soit compliqué de mettre un novice à la tête. Mais gros, Pour clore tout ça- enlevez-moi ces pipes en bois, là. Il y a quand même mieux que Pour ça. clore tout ça, les Lakers n'ont toujours pas de mec qui fait une stratégie de directeur des opérations basket. Oui, ils ont un GM, mais pas de directeur des opérations basket. Je ne comprends pas qu'ils aient pensé... Oh. Oh, il est apparu comme ça, oh la vache, comme Scream dans la nuit, gros, horrible. Je ne comprends pas qu'ils aient pas encore pris un mec, pour dire on fait ça. On dirait qu'il a collé un bouc comme ça, un truc de Mardi Gras. J'ai besoin, les fans en général et la franchise a besoin d'une direction avant de prendre un coach. Donc trouver quelqu'un qui ira choisir un coach dans un deuxième temps. T'as encore 3 semaines. Mettez un directeur des opérations basket parce qu'on ne comprend rien. Mettez Kurt Rambis au pire, je m'en fous. Mais mettez quelqu'un. Ou Juninho, ou je sais pas, ou quelqu'un. Sabrina Puchier de Juninho. Bruno Genesio. Ok, bon, écoute, on va suivre ça. En tout cas, mais c'est bien le bordel. Le c'est quand même assis sur 18 millions. Il est peut-être mieux ailleurs. Hein. Ouais, peut-être, ouais. 18 millions, gros. Je suis curieux de voir qui va proposer du taf à Tyrone Lue. Hein. 18 millions, 3 ans. Moi, je prends tous les jours. Hein. Ouais, tous les jours, oui. C'est sûr. Même un an. Hein. Même Bon, 10, allez, hein. Même 10, hein. dites-nous, vous, c'est Ah, quel la coach, vache. d'ailleurs, vous imaginez maintenant aux Lakers, puisqu'apparemment la voie est plus que libre. Vous l'attendez tous, c'est le moment qu'on adore le jeudi, c'est le quiz, et cette semaine, c'est Thomas qui s'y colle. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Alors Tom, tu nous as vendu un quiz et tu n'as pas été le seul à le préparer, puisqu'on, je crois que tu as pris contact avec un mec qui Avec nous a appelé Brandon. mardi soir, avec Brandon. Alors, mardi Ah, soir, pour le Brandon Kiss Fish, là. se souvient, il Ah avait ouais. écrit tout un truc, on a pu Brandon, un peu de l'île de la discuter. Tentation. Bah oui, j'espère qu'il a vu avec Diana, la copine. On a Donc, l'expérience. Donc, en 3 étapes, à rien de fou, des vidéos à découvrir, une petite énumération plutôt sympa. Des vidéos Des photos, pardon, à ok. découvrir, excuse-moi, et un petit qui suis comme d'habitude, mais avec des thèmes un peu particuliers. En ce moment, on parle beaucoup des traîtres en NBA. Eh bien, on va faire des qui-est de traîtres en NBA. C'est des mecs qui ont quitté leur équipe. Alors, c'est des traîtres, ce sont des grands mots, hein. C'est pas vraiment des traîtres Oui. dans la vie, hein. C'est les mecs qui ont changé de franchise. Oui, ils sont pas qui passés ont au tribunal de l'AE, quoi. Ouais, voilà, c'est clair. Des mecs qui, dernièrement, ils sont partis, ils ont pris la tangente, ce type de mecs-là. D'accord. Il y en a 9, donc un nombre à pair. Régalez-vous, c'est parti, mon Polo. N'hésite pas à enchaîner. Merci, Polo. Paul George. C'est les traîtres, Paul George Je sais pas. C'est des traîtres. Peut-être la Schrempf. Non, David Stern, on le connaît bien. Alors, évidemment, tout le monde ne pense pas que c'est un traître. Ah, je vous ai bien eu avec lui, hein. Rick Smith. C'est un mec qui a changé de franchise l'été dernier. Eh oui, l'été dernier. Et qui a été drafté par les Pacers. Ah, si vous l'avez pas, les gars, là, je suis désolé. Hein. Un mec qui est considéré par une franchise texane comme un traître, puisqu'il leur a bien mis... Kawhi. Kawhi Leonard. Kawhi des Leonard. traîtres, ah ouais, d'accord. Eh oui, d'accord, ok. C'est quoi d'autre, Non, parce sinon que je crois que ça avait un lien direct avec les Pacers. Traître, tu sais, par rapport à Indiana. Non, bien joué. Ok, bon, 1-0 pour Steph, bien joué. Merci, merci. Bravo, on enchaîne. Deron Carlos Williams. Boozer. Carlos Boozer, évidemment. Alors, on se Tu rappelle... dis qui, toi Deron Williams. Darren Williams, c'est pas trop un traître. Carlos Boozer, en revanche, il avait C'est un fui escroc, Cleveland. Darren Williams. Ouais, il avait fui Cleveland pour retourner Utah et ça avait fait du grabuge à l'époque. Ça fait 1 partout. Sean Kemp.
Kevin Durant. Kevin Durant. Ah ouais. Eh oui, j'essaie de vous Ah, gros, avoir. les bras, c'est quand même bien maigre, Sean Kemp. Régalade dehors. On enchaîne. 2-1 pour Steph. Doc Rivers? Un pote. Bruce Bowen. Un mec qui jouait avec Fabricio Oui, Roberto, merci. qui a joué. Mario Willy? Qui a joué. Non, mais c'est pas la même époque. Qui est champion. Qui est champion. gaillard. Un poste 4, vrai gars. Bon traître. Mais bon, C'est pas on pense Robert jamais. Robert Torre, évidemment, puisque Robert Torre. Il a le 25, il revient après? Non, pas Il du avait tout. pas le Il 5 est aux aux Lakers. Il est aux Lakers. Mais non, il a le 5 aux Lakers. Il est aux Lakers et en 2003, quand il sent que ça commence à puer, hop, il se barre aux Spurs comme un petit chenapan. Évidemment, on se souvient. 5 aux Spurs. Et non, il a eu 5 aux 5. Spurs. Non, 2-2. 2-2 donc entre les deux. Qui est cet Dennis homme Rodman. Dennis Rodman, c'est ici. Dennis Rodman qui a tapé donc avec Détroit, Chicago pendant des années avant de les rejoindre comme un petit traître. Je vous ai mis cette photo. Baby. Je l'ai mis pour toi celle-là, hein, la famille. Ça fait 3-2 pour Steph. Appreciate. D'Ottawa. Qui est ce traître Rashad Lewis. Qui est ce traître portant le Dwight maillot C'est pas Dwight Howard, sinon j'aurais dit oui. Eh oui. Super. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Bah oui, le tatouage Shaquille O'Neal, Superman. vous avez vu Pourquoi il est traître? Ah bah parce que quand il part d'Orlando, c'est un vrai truc d'enfoiré de se battre, de quitter sa franchise comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je vais t'expliquer parce que je crois que tu manques d'infos. Ah non Et Un mec qui le dit ça Magic prend pas... ne veut pas lui filer le max Ça parce me qu'il veut change. filer le max sur Penny. Eh ben c'est pas mon problème ça, c'est un traître, un mec qui laisse sa franchise dans la merde. Et évidemment j'ai trouvé cette petite photo avec le t-shirt de Dwight Howard. Surtout J'ai que bien le vu. Lakers, c'était vraiment dur. Hein. Eh ben quoi qu'est-ce qu'il y a Ta franchise de cœur, c'est bien. C'est un traître, mais c'est pas mes traîtres à moi. C'est surtout Ce sont très des mal géré de la traîtres. part du Magic. Ça fait Ce sont Ça des fait traîtres. Je 4-2. sais pas quoi il joue Ça ton fait gars là, 4-2. tu vois. Daniel Pivot, j'allais l'appeler, le gars il Daniel fait étalage. Pivot. Mais c'est un mec qui fait étalage de son savoir. On enchaîne. Un traître. Fiorez. Fabrice Fiorez. Attends, stop. Ok, on part avec le skateboard. Aucun. Fabrice C'est- Fiorez est champion départemental de l'île-et-Vilaine. Si on fait un truc sur les traites, on est obligé de parler de Fabrice chien Fiorez. qu'il avait sur ce gars. J'étais obligé de parler de ça. Enchaînons, hein, on n'aime pas le foot ici, on parle de basket. Enchaîne Polo, il y a 4-3. Qui est ce traître Chris Bosh. Qui est ce traître qui était avec au All-Star Game 2009 avant de faire l'une des plus grandes traîtreries Ray de Allen. tous les Paul temps? Pierce. Pas du tout, avec Kevin Garnett et son futur coéquipier, notre ami Dwayne Wade. LeBron James. LeBron James. Ah, mais oui. Mais vous êtes sérieux? J'ai essayé évidemment de vous avoir, sinon c'est pas drôle. 5-3. Ça fait 5-3. Ça fait 5-3. Dernière photo de nos c'est amis un les autre traîtres. M à côté. Ah ouais, dernier. Qui est-il? Ray Allen. Ray Allen, évidemment. James C'est dans- Shuttleworth. James Shuttleworth. Dans Très belle Boston. scène, à venir. Superbe scène. Dans la grande Évidemment, considéré comme un traître par les fans de Boston. Ça fait 5-4, bravo Steph. Merci, appreciate. Bravo. Je me suis régalé de ce petit c'est truc-là. marrant. Bravo. Régalade. On enchaîne. Avec un truc Lugs. Lugs à l'époque, c'était des trucs hip-hop et tout ça. Là, de- t'as la une chatte, les énorme- magasins, Carcani, Pelé, Lugs. Pélé. On enchaîne avec une énumération entre vous deux, forcément, chacun Farm. son tour. Fat Farm, évidemment. Regarde pas ta montre, tu me stresses. Chubu, Forest by Harris. Vous allez devoir me citer le plus grand nombre possible de coachs champions. Évidemment, on pense à Tyronn Lue, hein, parce qu'on en a parlé. Donc les coachs qui ont eu au moins une bague dans l'histoire de la NBA. Alors c'est parti, tu as perdu la première manche, Shawan, tu commences. Phil Jackson. Phil Jackson, c'est bon, je vérifie pas. Phil Jackson, c'est bon, ouais, bravo. Eric Spoelstra. Absolument. N'hésitez pas à aller vite. Hein, parce que Tyronn Lue. Ouais, merci, Tyronn Lue. Rick Carlisle. Tout à fait. Ça régale. Brown. Larry Brown. Larry Brown, c'est bon. Larry Brown, c'est bon? Larry Brown, Le c'est 2004, un- 2004. Ah, oui. Steve Kerr. Oui. Eh oui. Eh oui. Évidemment. Comment il s'appelle? Ah, c'est catastrophique. Popovic. Oh, merci. Comment il s'appelle? Rudy Tomjanovic. Oui. Ah, pas mal. Ça me met dans le dur, tes histoires-là. Là. Cunningham, avec les Sixers. Cunningham. Ah oui, Bill Cunningham en 83. Pourquoi pas? Bravo. Bah, bravo. Pat Riley. Pat Riley, c'est bon. Oui, oui. Avec les Lakers, bien sûr. Red Auerbach. Red Auerbach, bien sûr. Petit chien des Eh oui, bois. 9 titres, hein. Ne me regarde pas, il veut des indices. Tyronn Lue, on l'a dit. Ah, oui. Tyronn Lue, c'est dit, c'est une bavure. C'est une bavure. T'en avais un autre, Erwan? Non, non, mais Attends, j'ai- attends. j'ai- Non, non, question ah, de la excuse-moi, politique. excuse-moi. Tyronn Lue, on l'a dit Excuse-moi, pour excuse-moi, l'interrogation. excuse-moi. Question tag. Excuse-moi. Je regarde si vous avez tout dit dans les années 2000. Dans les années 2000, effectivement, je pense que tout a été Mais même 90, dit. ça a été dit. Hein. 90, Non, il en tout a manque été un. dit. J'en ai que j'ai pas. Pardon Je crois qu'il en manque un dans les années 2000. Hein. Attends, Eh oui, eh oui. il s'appelle. Ah, ça y est, j'en ai un. J'en ai un. T'en as un ouais. Allez, 5 secondes. 5, et 4, à 3, à 2, et alors? Non? Dean Smith. Non, Non, Dean Smith, non. C'est le Chuck Daly. Chuck Daly, Chuck Daly, absolument, et Chuck ouais. Daly. Et celui auquel tu pensais, Polo, c'était quoi déjà?
Doc Rivers, bien sûr. Doc Rivers, Doc les Rivers. Boston Eh oui, Doc Celtics. Rivers. Ça fait un partout, ça tombe bien, puisque tout va se jouer sur le dernier qui fige. Comment Donc, s'appelait le coach des Lakers dans les années 80 qui gagne Bah, C'est Fish, non les années J'ai 80, un doute. avant Pat Riley Qui gagne avant Pat Riley. Bardi Fish, bonjour. Attends, je regarde, je me remets sur ma petite page. Dans les années. J'ai John Kungla, non, c'est Minneapolis, rien à voir. 82, 85, 87, 88, c'est Pat Riley. Non, mais en 80 quand il gagne. Alors, je regarde en 80. Merci, Erwan, de faire cette phase. On aurait peut-être pu la faire Pardon, après je vais chercher de l'émission. mon côté. Je t'invite à chercher en 72, 79. Non, je sais pas. pas Si, grave. c'est Paul Westhead. Paul Westhead. Eh oui. Donc, dernier qui suis-je, donc, qui a été écrit par notre ami Brandon. Je vais retrouver Brandon qui a écrit ce qui suis-je. Donc, allons. Faut faire avec l'accent belge. Je suis né le 24 avril 1967. J'ai donc 52 ans. Il a écrit beaucoup de choses, je ne veux pas tout dire, sinon ce sera trop facile, je vous connais. Ma carrière de basket passe tout d'abord en Europe. C'est d'ailleurs dans ce continent que je vais devenir champion d'Europe en 89 et 91. J'essaye d'avancer. Mike D'Antoni. Mon premier titre de champion, je m'en rappelle comme si c'était hier. Bah oui, hein. Puisqu'en 89, je suis aussi drafté par l'une des équipes les plus titrées de l'histoire de la NBA. Mais je ne vais pas Dino dire... Radja. Dino Radja, évidemment, bravo. C'était mon président en plus. Rappelé par les Celtics. Bon, exactement. Alors, Brandon, je t'avais dit que ça irait très très vite, je le savais, mais il fallait quand même le jouer. Écoutez, hein. Je vais pas aller plus loin que ça. Il allait très loin. Il est même t'es Maïkou là. Il est de. Il est au bout du rouleau. Oh, c'était mon président à Split, gros. Je faisais la muscu avec lui, Dino. Oh, bah, bonjour Dino. Hein. Bonjour Dino. Bravo en tout cas, Brandon. On va faire ça. Hein. Si vous avez d'autres idées de qui suis-je, vous pouvez les envoyer sur Instagram, sur Twitter, comme vous voulez, et on les citera à l'antenne parce que ça régale. Voilà. Bravo, bravo Brandon, très bon. Bravo, Je suis Brandon. très content. Il est J'ai pris bien, un énorme branlé la semaine Très dernière. bon qui suis, ce que t'as gagné. Si t'avais perdu, ça aurait été un qui suis-je moyen. Ah, après, il a gagné tôt. On peut pas lui enlever. Ah oui, oui, Ah bravo. ouais. Bravo. Pose de champion, bravo. Oui, Split, hein, on se souvient, parce qu'on Eh joue oui. à Split et c'est un Split coup coach. Hugo Pastica. Mais le coach était déjà, comment il s'appelle, à Split. Ouais, c'était lui. Comment il s'appelle, le coach de Limoges là Bojar, Mathieu. Bojar, Mathieu. Il a dit oui, c'était lui. Ça peut être n'importe qui. Merci, c'était une super émission. Ouais, mec. bravo. Merci. Une heure et demie, je pense. Et les gars, on voulait vous remercier pour les vrais gars chaque fois qui mettent des hashtags Ah ouais. vrais gars jusqu'à la Ouais, fin de l'émission. encore. Et surtout, donc n'hésitez pas à le mettre. La semaine dernière, on a fait 65 000 vues, plus de 65 000 vues sur l'émission du Tendance, jeudi même. dernier. On était en top tendance et merci, c'est grâce à vous. Super. Vous nous suivez chaque semaine un peu plus nombreux et franchement, c'est cool. On n'oublie pas qu'il y a la Formule 1 sur First Team Sport qui marche très bien aussi. Il y a le vélo, il y a le rugby chaque semaine. Et il y a le football, Et il y a le et il y a le football. foot, évidemment. Merci à tous de nous suivre sur la First Team Sport. Sans vous, on n'est rien. Merci les gars. Continuez à commenter. Steph est très chaud. On se retrouve la semaine prochaine, dès lundi, pour le First Talk. Ciao l'équipe.